avec nous. Et donc, je vais commencer par vous dire quelques mots sur Mine Industrie avant qu'on passe à l'événement en tant que tel. Donc, Mine Industrie, c'est un club professionnel qui est rattaché à Mine Paris Alumni, comme vous le savez sans doute. Et donc, nous, en fait, on organise des événements autour de l'industrie pour les alumni des mines. Donc là, il y a des visages que je connais, d'autres que je ne connais pas. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on arrive à toucher un public de plus en plus large. Et donc, à Mine Industrie, en fait, on travaille sous forme de cycle. Donc, on a des événements en salle comme celui-ci, et on a aussi des visites de sites. Donc, on a terminé notre premier cycle sur le Lean Manufacturing, et là, on a entamé notre second cycle sur la transition écologique de l'industrie. Et donc, à ce titre, on a déjà fait une visite de l'usine de Neuf-Brisac de Constellium, donc, dont on a un représentant ici, Monsieur Hoschnedel. Merci d'être venu. Donc, c'était le 27 juin 2025, et là, vous êtes à la table ronde transition écologique de l'industrie, donc le 2 octobre. Et donc, pour faire un petit point sur les prochains événements, donc toujours dans ce cycle-là, on va visiter l'usine de Vicat à Montalieu. Donc, si vous voulez noter la date directement, ce sera le 7 novembre 2025. Et donc, on a également un représentant de l'entreprise Vicat qui est avec nous ce soir. Merci, Monsieur Meuret, d'être venu. Et on a également un autre événement qui arrive. C'est un grand événement. Alors, ça va être une première pour nous. Mais donc, ça va être en V107 toute la journée. Le 1er décembre 2025, ce sera un grand événement sur les startups industrielles. Et donc, ça va être un enchaînement de tables rondes. Et on va recevoir plus de monde qu'à l'accoutumée, puisque ce sera un événement prévu pour une centaine de personnes. Donc voilà, pareil, je vous invite à noter la date si vous êtes intéressé par le sujet. Donc ça, c'est la partie que nous n'aurons pas ce soir, malheureusement. Et donc, je vais directement passer à la table ronde. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous savez à quel point la transition écologique est cruciale, surtout dans cette école. C'est quelque chose qui est quand même pas mal enseigné. Et l'industrie est face à un de ses plus grands défis, en tout cas un défi existentiel. Et donc, la question ce soir, ça va être comment peut-on réussir la transition écologique de l'industrie. Et j'insiste sur le mot écologique parce que, en tant qu'ingénieur, on entend trop souvent tout sous le prisme de la décarbonation, où en fait on transforme tout en CO2. Mais il y a d'autres enjeux comme la sobriété, que vous connaissez forcément si vous avez eu les cours de M. Jancovici, et la pression sur les ressources, mais aussi la biodiversité. Et donc ça, c'est des sujets dont on va parler ce soir. Donc je vais vous présenter chacun des membres de cette table ronde. Donc tout d'abord, on a M. Meuret qui nous rejoint ce soir, qui donc est directeur industriel Ciment France chez Vicat. Et donc à ce titre, il est en charge de la feuille de route décarbonation du groupe. Donc M. Meuret, vous êtes chez Vicat depuis 27 ans. Et vous avez fait, avant d'être directeur industriel Ciment France, pas mal de postes opérationnels à l'étranger, entre autres aux États-Unis, en Inde, en Égypte, au Sénégal, en Turquie. Donc vraiment un panorama assez énorme de cultures différentes que vous avez pu voir. Et donc en fait, Vicat, c'est une entreprise qui découle de Louis Vicat, qui a inventé le ciment moderne, donc en 1817. Et en fait, après son... Alors, là, je vais dire une bêtise, mais un de ses descendants a créé l'entreprise en 1853. Et donc, Vicat, en fait, c'est 170 ans d'histoire familiale. Aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, dont 30% de ces chiffres d'affaires en France. Et en France, on a 6 usines, donc qui sont sous le... Enfin, en tout cas, dont vous vous occupez, Monsieur Meuret. Voilà. Ensuite, on a l'honneur aussi de recevoir Madame Padilla, donc Madame Padilla qui est manager à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et qui est responsable du service décarbonation de l'industrie et d'hydrogène. Et donc, dans ce service, vous opérez des dispositifs d'aide publique et vous réalisez des travaux d'expertise, comme des études d'impact, des benchmarks et des notes sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. C'est bien résumé ? Donc merci d'être là. Ensuite, on a aussi l'honneur de recevoir Madame Demet, donc, qui est une ancienne élève de l'école. Donc c'est une première pour... non, c'est pas une première pour Mine Industrie, mais c'est une première dans le cycle de la transition écologique de l'industrie, parce qu'on n'avait pas pu avoir un ancien qui présentait chez Neuf-Brisac. Donc Solène, Madame Demet, vous êtes P14, vous êtes chef de projet chez Roland Berger, et vous êtes donc spécialiste des sujets de décarbonation de l'industrie. Et chez Roland Berger, vous avez notamment travaillé sur l'industrie du ciment et de l'aluminium donc vert. Donc c'est tout à fait à propos pour cette table ronde. Donc merci d'être là également.
Et enfin, Monsieur Hoschnedel, donc vous avez commencé votre carrière en R&D chez Péchinet, qui est ensuite devenu Constellium, où vous avez continué donc dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, vous êtes directeur des opérations de l'usine Constellium de Neuf-Brisach que nous avons visitée. Et donc Constellium, c'est un acteur majeur qui est franco-américain de l'aluminium secondaire. Et donc aujourd'hui, c'est 7,3 milliards de chiffre d'affaires, 12 000 collaborateurs dans le monde et 2 usines en France, Issoire et donc Neuf-Brisach que nous avons visité. Donc maintenant, nous allons commencer la table ronde. Je vous invite tous à prendre place. Et donc dans l'organisation, on va d'abord faire la table ronde, ensuite il y aura un temps de questions qui du coup pourra être un peu plus long. Et enfin, on ira continuer ces échanges de manière un peu plus informelle, donc au carreau, là où il y aura un cocktail qui est organisé. Donc nous allons commencer. Donc la première question, c'est une question pour Madame Padilla. Vous m'entendez bien là quand je parle? Ok, parfait. Donc ma première question, c'est une question pour Madame Padilla. Donc le concept de décarbonation de l'industrie est très largement repris dans le débat public. On en entend beaucoup parler, parfois avec des synonymes qui n'en sont pas, comme électrification des usages. Et je crois qu'on a tendance à projeter pas mal de choses sur ce concept sans vraiment savoir comment il se décline concrètement. Et donc ma question, c'est est-ce que vous pourriez décrire ce phénomène et les réalités qu'il recouvre à l'échelle nationale, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que alors, si vous souhaitez visiter le site de l'ADEME, c'est possible aussi dans votre... Bon, après, il y a un beau parc, une belle statue, mais ouais. Alors, je ne vois pas, mais a priori, je sais ce que vous voyez. Merci pour cette question introductive, parce que je pense que c'est important de poser les éléments du débat. Alors, je ne vais pas parler de transition écologique, même si donc je vais vraiment là pour le coup focuser sur la décarbonation de l'industrie, parce que c'est quand même plus le sujet que je maîtrise, avec aussi l'idée de bien faire ressortir ces enjeux, et notamment, je dirais que l'enjeu de la décarbonation de l'industrie, c'est se concentrer sur les plus gros émetteurs. Ce qui n'est pas le même cas quand on parle de transport, quand on parle de bâtiment, on a beaucoup d'approches diffuses. Et donc, quand on adresse le problème de la décarbonation de l'industrie, on ne peut pas faire l'impasse sur les gros émetteurs. On a 225 sites qui représentent 2 tiers des émissions. On est obligé d'avoir une analyse et des politiques publiques qui tiennent compte de ça. Et ça ne peut pas être les mêmes politiques publiques quand on est sur du diffus ou des émetteurs très concentrés et avec des spécificités très différentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire sur l'industrie plus diffuse, et je pense que Mme Wojcicki devait aussi parler de ça. Mais voilà, si on parle des décarbonation de l'industrie, on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Et l'autre élément aussi, avant de décrire un peu plus la slide, c'est aussi qu'il y a aussi du narratif qui dit non mais l'industrie, on a tout fait depuis 90, on a tellement réduit. Alors déjà, je pense que 90, il faut peut-être passer à un autre référentiel. Donc maintenant, on parle plus de 2015. Mais c'est vrai que derrière ces réductions, notamment depuis 90, il y a également des réductions liées au protoxyde d'azote, du N2O, qui est un gaz à effet de serre, mais qui est aussi un polluant atmosphérique. Donc il y a eu des réglementations en termes de qualité de l'air, mais qui ont impacté aussi la partie émissions au sens gaz à effet de serre. Et puis il y a aussi eu des efforts de décarbonation, c'est évident, notamment en énergie, mais il y a aussi eu des fermetures de sites. Donc voilà, on est passé d'un discours qui était quand même non, mais le sujet c'est transport et c'est bâtiments. Maintenant, on revient en disant non, il y a vraiment un sujet de l'industrie, et je pense que ce sujet, il est de plus en plus prégnant depuis 2018, 19, 20, aussi parce qu'on a eu en même temps, pour les gros émetteurs qui vont nous occuper beaucoup, le fait d'avoir des sites qui n'avaient pas forcément beaucoup investi, donc se poser la question de réinvestir dans les sites. Et donc, si on réinvestit dans les sites quand on est un site émetteur, on investit forcément bas carbone, parce qu'on a la directive ETS, tout ce qui va avec, qui est quand même un gros driver sur la rentabilité des sites. Donc, depuis, je dirais, en termes de rappel un peu historique, depuis 2018-2020, on a beaucoup plus
de discussions autour de la décarbonation de l'industrie et de l'industrie lourde. Et il y a eu quelques annonces, même, je dirais, au niveau du président de la République, qui a annoncé des enjeux assez colossaux. On y reviendra sur les dispositifs. C'était quand même des éléments de discours qu'on n'avait absolument pas avant cette période-là. Le fait de s'adresser à ces acteurs-là, qui sont très concentrés, qui sont finalement peu nombreux, c'est quand même quelque chose qui est très nouveau. Et ce qui adresse bien les enjeux, c'est-à-dire, comme vous le voyez dans le schéma, il y a finalement peu de sites à l'échelle d'autres secteurs ou du reste de l'industrie. C'est concentré sur certains secteurs, avec des spécificités sectorielles, donc on ne traite pas, et je pense que mes collègues parleront spécifiquement de leur secteur, et ce n'est pas les mêmes sujets de décarbonation, enfin, ce n'est pas les mêmes problématiques technologiques, donc il faut aussi adresser ça de façon sectorielle. C'est pour ça qu'à l'agence, on a établi avec les fédérations professionnelles concernées des plans de transition sectorielle pour imaginer ce que sont les trajectoires technologiques pour décarboner les plus gros secteurs émetteurs. Donc on a fait ça avec le ciment, l'aluminium, le papier carton, le sucre, chloréthylène, l'ammoniac. Il m'en manque encore quelques-uns, mais l'acier, quand même un gros morceau, et le verre. Merci. Voilà, donc on a fait ces travaux-là. Donc la dimension sectorielle est aussi quelque chose de très structurant dans les approches de décarbonation. Il y a alors je reviens sur les dimensions par site. Vous avez des feuilles de route. Quand je disais des annonces gouvernementales très fortes, c'est aussi des contrats de transition écologique faits avec les 50 plus gros sites. Donc c'est bien la prise en compte de l'enjeu de ces sites qui sont, voilà, si on ne travaille pas avec eux, on ne fera pas la décarbonation de l'industrie. La troisième dimension, c'est la dimension technologique qui recoupe un peu les leviers, mais pas complètement non plus, mais où on a des sujets, on a des stratégies nationales finalement sur certains enjeux, comme la biomasse, comme l'électricité, on reparlera d'électrification, l'hydrogène et le CCS. Et ça, c'est aussi des travaux, des stratégies nationales qui sont mis en œuvre et pour lesquelles il n'y a pas que l'industrie. Alors pour le CCS, on peut dire que oui. Sur la biomasse, sur l'électricité, ce n'est pas qu'un sujet industrie, donc il y a aussi des sujets de rebouclage, c'est-à-dire qu'on peut se dire l'industrie peut se décarboner avec de la biomasse ou avec de l'électricité, mais il faut quand même voir la ressource. Là, on retombe un peu plus sur une approche ressource. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est prioritairement disponible pour l'industrie ou pour d'autres acteurs? Et donc, on est dans ces travaux-là qui sont souvent menés par le SGPE, le secrétaire général de la planification écologique, à faire du rebouclage. Donc ça, c'est une composante aussi importante, le rebouclage, parce que sur ces vecteurs-là, l'industrie, elle demande une grosse part du gâteau. Donc, il va falloir voir comment ça se partage. Et le quatrième axe, qui me semble important aussi de citer, c'est la concentration territoriale. Et la concentration territoriale, elle amène à se poser des questions de mutualisation, notamment quand vous parlez de récupération de chaleur fatale, c'est plus intéressant d'être à côté, de ne pas être trop loin. Donc, il y a des synergies. Et de fait, ça pose finalement la question des infrastructures. C'est plus facile de traiter de sujets comme de l'hydrogène ou du CCS si c'est concentré sur des endroits où il n'y a pas besoin de mettre des tuyaux. On ne va pas faire le même réseau gaz qu'on a actuellement et qui d'ailleurs ne couvre pas tout le territoire. Hein. Il y a des choix aussi de couverture d'infrastructures déjà actuellement. On ne peut pas imaginer que sur l'hydrogène, on va faire la même chose. Et d'ailleurs, vous lisez la stratégie nationale d'hydrogène. D'abord, elle dit on va faire des hubs dans quelques endroits et après, on verra. Donc, le sujet territorial, c'est un sujet très structurant du point de vue infrastructure. C'est aussi un sujet de bassin d'emploi. Donc, je n'ai pas parlé d'emploi. L'emploi, il n'est pas forcément beaucoup sur l'industrie lourde par rapport au reste de l'industrie. Mais par contre, il y a des concentrations comme ça où il y a tout un effet d'entraînement dans des bassins qui sont quand même assez significatifs. Et donc, tout enjeu de décarbonation qui fait évoluer les capacités de production des sites, c'est quand même un enjeu emploi non négligeable. Il faut aussi l'avoir dans l'équation. Pour répondre juste sur l'électrification et un peu les leviers, on a communément 4 leviers. Alors, il y a un levier plus qu'un levier, c'est plus un vecteur, c'est sur tout ce qui est sobriété et production, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais en termes de levier technologique, on a tout ce qui est du côté de l'efficacité énergétique. Et ça, il y a
choses à faire encore. Il y a tout ce qui est du côté du mix matière, et je pense que mes collègues en parleront, donc tout ce qui permet aussi d'utiliser plus de ferraille en acier, et qui fait qu'on on consomme moins d'énergie, on émet moins de gaz à effet de serre. Tout ce qui est évolution du mix énergétique, et là on retrouve dedans l'électrification, donc c'est un sujet, c'est une sous-catégorie finalement du changement de vecteur énergétique. Et le dernier vecteur que nous on considère à utiliser vraiment pour les émissions qu'on peut hard to abate, c'est le CCS, donc le stockage de capture et stockage de carbone. Voilà, très rapidement. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais voilà. Merci beaucoup. Et donc, vous avez mentionné le fait que c'était très sectoriel. Enfin, il fallait en tout cas adopter une approche sectorielle. Donc maintenant, je vous propose de faire un peu une plongée dans 2 secteurs. Donc, on va commencer par le ciment. À l'échelle mondiale, le ciment, c'est 7% des émissions totales. Monsieur Meurette, vous travaillez chez Vicat, qui est un acteur majeur de la filière. Et donc, ma question pour vous, c'est, selon vous, quelles sont les perspectives de décarbonation du ciment spécifiquement ? Merci Lucien. Effectivement, 7% des émissions au niveau mondial, en revanche 2% des émissions au niveau français. Donc ça veut dire soit que la France consomme moins de ciment, mais ça veut surtout dire que l'industrie cimentière française a déjà fait beaucoup de progrès en matière de décarbonation. En général, quand j'interviens sur la décarbonation du ciment, je commence par rappeler la différence entre béton et ciment. Alors devant un public d'ingénieurs, c'est peut-être pas la peine, mais pour faire très rapide, le béton, c'est le produit final mis en œuvre. Le béton, j'aime bien dire, c'est la pizza au sable et aux cailloux, et le ciment, c'est la farine. Le béton, c'est ce que vous voyez tout autour de vous, c'est les ponts, c'est les maisons, c'est les hôpitaux, c'est les écoles. Le ciment, c'est la poudre grise qui devient dure quand on met de l'eau. Pourquoi c'est important ? Parce que, donc vous voyez ici pour rappel, quand on regarde un mètre cube de béton en masse, c'est à peu près 2,5 tonnes, 2,8 tonnes. La contribution du ciment dans un mètre cube de béton, c'est 300 kg. C'est 10%, 10-12%. Donc ce n'est pas grand-chose. En revanche, quand on regarde un mètre cube de béton en matière de poids carbone, un mètre cube de béton, c'est 280 kg, 250 kg de CO2. Et là-dedans, le ciment représente 90%. Donc si on veut décarboner la construction, il faut décarboner le béton. Si on veut décarboner le béton, il faut décarboner le ciment. Alors le ciment, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le ciment ? C'est tellement omniprésent dans notre quotidien qu'on sait rarement comment est-ce que c'est fabriqué. Eh bien, le ciment, c'est un mélange de... Le matériau actif du ciment, c'est le clinker. Donc retenez bien ce nom parce qu'on va y revenir, on va en reparler ce soir. Et le clinker, c'est un produit qui est obtenu en cuisant un mélange de calcaire et de marne. Donc quand je dis cuire, vous comprenez bien qu'on brûle des combustibles. Donc une partie du CO2 vient de la combustion. Le carbone se combine avec l'oxygène pour faire du CO2. Mais ça n'est qu'un tiers de nos émissions. La grosse majorité de nos émissions, les 2/3, vient du fait que le calcaire, qui est du carbonate de calcium CaCO3, se transforme en chaux CaO lors de la cuisson et libère au passage du CO2. Donc ça, ce sont des émissions qui sont issues de ce qu'on appelle la décarbonatation, qui sont intrinsèquement liées au process. C'est-à-dire que même si un jour on trouve une solution pour électrifier nos fours ou atteindre la température de 1400 degrés qui est nécessaire sans brûler de combustible, il restera 2/3 de nos émissions dans la fabrication du clinker. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, quels sont les leviers pour décarboner ? Donc les leviers sont les 4 leviers qui sont plus ou moins ceux auxquels vous faisiez allusion. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Il se trouve juste que l'énergie, ça a toujours été un gros facteur de coût, un gros poste de coût dans notre industrie. Donc on n'a pas attendu de parler de décarbonation pour avoir des outils efficaces au niveau énergétique. Donc c'est un levier qui est déjà, en général, assez bien exploré par les cimentiers. Le deuxième levier, vous l'avez bien compris, les émissions viennent de la fabrication du clinker. Donc si on fait un ciment qui a moins de clinker, on fera un ciment qui aura moins de CO2. Il faut remplacer le clinker par d'autres choses. Ça peut être du calcaire micronisé, ça peut être du laitier de haut fourneau, ça peut être des argiles activées. C'est notamment notre projet Argilor qui a été largement subventionné par l'ADEME et on y reviendra peut-être ce soir. Ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est de faire un clinker qui soit le moins carboné possible. C'est-à-dire pour lequel on a utilisé le moins de combustibles fossiles, le moins de charbon, le moins de petcoke. Et donc on remplace ces combustibles fossiles par des combustibles dits de substitution.
on peut regarder peut-être à la page suivante, qui sont des déchets, soit des coproduits d'autres industries, soit des déchets du territoire, notamment les CSR. Vous voyez, les CSR, c'est votre canapé Ikea que vous mettez à la déchetterie. Le gérant de la déchetterie va récupérer le métal, va récupérer ce qui est recyclable pour des filières de recyclage. Et ce qui n'est pas recyclable, au lieu d'être enfoui, peut être utilisé en cimenterie comme combustible de substitution. Et donc, on est aujourd'hui en France, chez Vicat, on a atteint un niveau de 70% de substitution, c'est-à-dire 30% de fossiles, avec un but à 100%. Et on a certaines cimenteries qui sont déjà à 100% de substitution, donc 0% de fossiles. Si je vous disais ce soir que l'année dernière, Vicat, en France, a produit 2,8 millions de tonnes de ciment, vous ne seriez pas surpris, vous diriez c'est bien, c'est un cimentier, il fait du ciment. Mais si je vous dis on a valorisé 350 000 tonnes de déchets dans les fours de cimenterie, ça serait peut-être plus une surprise. Donc c'est le cas. 350 000 tonnes de déchets qui n'ont pas été enfouis, qui n'ont pas été incinérés, mais qui ont substitué à peu près 150 000 tonnes de charbon qui seraient venus de l'autre côté de la planète. Donc ça, c'était le troisième levier. Donc une fois qu'on a fait un ciment avec moins de clinker et ce clinker qui est décarboné, il reste quand même du CO2, puisque c'est le principe même de la décarbonatation. Alors pardon, Lucien, on peut peut-être aller à l'image suivante. Voilà, donc ça c'était le premier levier, je les ai fait dans le désordre. La réduction du taux de clinker, on réduit le clinker et on substitue avec d'autres produits. Les argiles activées, c'est le projet Argilard. Donc une fois qu'on a fait un ciment avec moins de clinker, un clinker avec sans combustible fossile, il reste du CO2 issu de la décarbonatation. Et ce CO2, il faut en faire quelque chose. Et c'est là qu'intervient les CCUS, Carbon Capture Storage ou Carbon Capture et Usage. Donc je vous ai fait un petit schéma symbolique juste pour illustrer le fait que quand on passe au levier du CCS, bien pour nous, c'est le dernier levier. C'est une fois qu'on a fait tout le reste. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait sur le reste, il reste ce levier qui est un levier qui pour nous est un autre ordre de grandeur, aussi bien en matière de CAPEX, puisque jusqu'à maintenant on parlait de millions d'euros, dizaines de millions d'euros. Quand on parle de CCS, on parle tout de suite de milliards et demi. Faire un CCS dans une usine, c'est le même budget que construire une nouvelle usine, voire deux. La deuxième barrière, c'est que ça présuppose la création d'une chaîne de valeur, d'un équipement du territoire qui est un petit peu en dehors de nos mains. Les premiers leviers, on sait les faire à la frontière de la cimenterie. Là, ça demande vraiment une chaîne de valeur qui ne dépend pas que de nous. Donc voilà le CCS, CCUS. Donc avec tout ça, pour répondre à votre question, le groupe Vicat a prévu d'arriver à la neutralité carbone sur la chaîne de valeur en 2050 et en dessous des 500 à 490 kg de CO2 par tonne de ciment en 2030 pour l'ensemble des pays du groupe, y compris des pays qui ne sont pas soumis à quota, et en particulier à 430 pour la France. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, je pense qu'on a bien compris quels étaient les enjeux au niveau du secteur du ciment. Et en particulier, quelque chose d'assez spécifique, c'est que c'est le scope 1 qui est quand même assez prépondérant. Et donc maintenant, j'ai une question pour vous, Monsieur Schnedel, qui travaillait dans l'aluminium, où j'ai l'impression que c'est plutôt le scope 2 qui là devient prépondérant dans les émissions de CO2. Aujourd'hui, l'aluminium, c'est 2% des émissions mondiales totales. Et donc ma question pour vous, c'est la même. Selon vous, quels sont les leviers de décarbonation de l'aluminium aujourd'hui ? Oui, effectivement. Donc, sur peut-être un petit rappel qui mérite d'être fait, c'est que l'aluminium est un matériau très, très jeune finalement, puisqu'il a fallu attendre la fin du 19e siècle et l'invention du procédé d'électrolyse pour arriver à l'obtenir de manière économiquement viable et dans des quantités qui permettent de le mettre en œuvre dans les produits du quotidien. Jusque-là, l'aluminium était un métal précieux, plus précieux que l'or d'ailleurs, hein, puisque sa valeur excédait celle de l'or. Et donc, c'est le produit a vraiment connu une croissance exponentielle dans son utilisation au milieu du XXe siècle seulement. Ce qui fait que pendant très longtemps, une bonne partie du XXe siècle, pour accompagner la forte demande d'aluminium, le seul moyen de subvenir à cette demande, c'était de le produire à partir des matières premières, de la ressource première, du minerai, et donc de l'aluminium dit primaire, parce qu'obtenu directement à partir des ressources naturelles. Et donc effectivement, l'impact pour obtenir ce métal est très fort, puisqu'il est très très consommateur d'énergie, et notamment dans son procédé d'électrolyse d'énergie électrique. Aujourd'hui, l'aluminium primaire
a un impact carbone très variable selon le niveau de teneur carbone de l'électricité qui est utilisée. Donc pour les pays qui produisent à partir d'électricité décarbonée, on a un impact de l'ordre de 4 tonnes de CO2 pour obtenir 1 tonne d'aluminium. Donc ce sont par exemple les producteurs bien placés dans le monde, c'est le Canada, c'est la Norvège avec l'hydroélectricité qui est décarbonée, mais également la France, puisque en France on produit à partir du nucléaire, donc une énergie également décarbonée, mais là aussi il y a une part dure de carbone qui est liée au procédé qu'on ne fait pas tomber, quand bien même on a de l'électricité à zéro carbone, parce qu'on consomme des électrodes en carbone dans le procédé d'électrolyse, et donc on a également, comme pour le ciment, un dégagement de CO2. Alors, les fabricants d'aluminium primaire travaillent encore sur des anodes sans rejet de CO2. Bon, ce sont des programmes qui, pour l'instant, n'ont pas encore vraiment abouti. À l'autre bout je dirais des producteurs les moins vertueux, hein, on a également de très gros producteurs comme la Chine, qui, eux, produisent à partir d'électricité essentiellement basée sur le charbon. Et donc là, l'impact carbone de la tonne d'aluminium primaire produite monte jusqu'à 12 tonnes de CO2 pour 1 tonne d'aluminium. Donc l'aluminium est en soi un matériau qui a un très fort impact carbone lorsqu'on l'utilise à partir de la matière première et des ressources naturelles. Depuis, l'utilisation de l'aluminium s'est largement stabilisée, et la chose nouvelle qui est aujourd'hui présente, c'est qu'on a beaucoup de produits qui sont en fin de vie, et on a aujourd'hui un accès à l'aluminium en fin de vie qui provient des choses qu'on a fabriquées il y a 20, 30, 40 ans, et qui est une source aujourd'hui pour fabriquer de l'aluminium dit secondaire. Alors, autant il faut beaucoup d'énergie pour produire de l'aluminium à partir des ressources naturelles, autant le recyclage est très très peu consommateur d'énergie, puisque ça se recycle et ça se fond très facilement. Il ne faut que 5% de l'énergie qu'il a fallu pour l'obtenir à partir des ressources naturelles pour le reproduire à partir de métal en fin de vie. Et c'est précisément sur ce créneau-là que Constellium aujourd'hui est actif. Hein. Moi, j'ai démarré dans le groupe qui, à l'époque, ne s'appelait pas Constellium, qui s'appelait Péchinet. C'était dans le monde de l'aluminium des groupes qui avaient une intégration verticale, qui disposaient de toute la chaîne de valeur, hein, du minerai jusqu'aux produits du quotidien, puisqu'on avait d'un côté les mines, l'extraction, l'électrolyse, la transformation, et puis après, y compris les activités d'emballage, de fabrication de canettes ou d'autres produits d'emballage. L'industrie s'est complètement restructurée parce que je dirais que toute la partie amont de l'aluminium a été transférée à des groupes miniers dont c'est le métier d'extraire depuis les ressources naturelles. Toutes les activités, je dirais, dans l'aval ont également rejoint des groupes spécialisés, et n'est restée que la partie du milieu qui est, à proprement parler, la transformation du métal en produits plats et longs pour les différents marchés qu'on dessert, qui sont le transport, le bâtiment ou l'emballage. Et notre stratégie aujourd'hui, c'est très clairement de devenir indépendant de l'approvisionnement en métal primaire, qui est du métal qu'on achète à nos fournisseurs, et de devenir autosuffisant en produisant en fait notre matière à partir du secondaire et à partir des boucles de recyclage. Donc nos plus gros investissements récents en la matière, on a commencé, je dirais, à faire ce virage dans les années 90 à peu près. L'usine de Neubrisac, dont je m'occupe, a commencé à recycler dans un premier temps les chutes internes de nos clients. Donc, historiquement, les usines de transformation d'aluminium ont toujours refondu leurs chutes internes. Et puis, dans le virage des années 90, on a commencé à s'intéresser à récupérer les chutes internes de nos clients. Alors,
Un des gros marchés qu'on dessert avec l'usine de Neubrisac, c'est celui de la canette en aluminium. Donc, quand on fabrique une canette, quand notre client fabrique une canette, il est obligé de taper des ronds dans des formats rectangulaires. Donc, forcément, ça fait des squelettes, ça fait des chutes. Hein. Les ronds, ça ne se met pas dans les carrés. Et ces chutes-là, on s'est, dans ces années-là, préoccupé de les récupérer chez nos clients et de les recycler pour refabriquer des produits pour eux. Début des années 2000, on commence sérieusement, en ce qui concerne le groupe Constellium, à également s'intéresser à la chute de fin de vie. Donc typiquement pour l'usine de Neubrisac, la chute de fin de vie pour le marché de la canette, ce sont les canettes usagées. Et donc j'ai eu le plaisir avec mes équipes de construire il y a 2 ans un nouveau centre de recyclage entièrement dédié au recyclage des canettes de boissons usagées. C'est un investissement de l'ordre de 130 millions et qui permet, en substituant en fait du métal recyclé à du métal primaire, d'économiser 400 000 tonnes de CO2 par an. Au niveau de ces développements, ce qui est important à voir également, c'est qu'on est, nous, convaincus qu'au-delà du recyclage, hein, de fabriquer à partir de choses qui ont déjà été utilisées, c'est bien. Le modèle qu'on pousse en avant va un peu plus loin et on mise encore plus sur la circularité, à savoir à vraiment créer des boucles avec les différents majeurs d'une filière, créer des boucles pour recycler la matière pour reproduire le même produit. Alors la vertu de ça, c'est que on a pendant très longtemps recyclé. Alors, malheureusement, il se perd encore pas mal d'aluminium dans de l'enfouissement ou dans de l'incinération. Hein. Là, c'est très, très mal valorisé, surtout au vu de la forte dette carbone qu'on a lorsqu'on le produit. Pendant très longtemps, par contre, l'aluminium en fin de vie était recyclé facilement dans des alliages de moulage. Un des très gros recycleurs d'aluminium ou de chute pendant très longtemps a été l'industrie automobile, puisqu'on a fondu des centaines de milliers de tonnes pour fondre des blocs moteurs. Aujourd'hui, avec la transition et l'électrification des véhicules, on voit déjà quand même que le débouché pour recycler de la chute d'alu dans du bloc moteur se réduit. L'intérêt des boucles circulaires, c'est qu'on n'est pas dépendant d'une autre filière pour trouver ces débouchés de recyclage. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont recyclables, qui peuvent se transformer en autre chose. Mais ça ne marche que si il y a du besoin dans ces filières-là de recyclage. Et il faut se méfier des fois de certains bilans dans lesquels on fait apparaître la recyclabilité des choses. Mais quand on s'intéresse à la quantité qui est réellement recyclée, on se rend compte qu'il y a souvent un écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui se fait au quotidien. Donc très clairement, les modèles qu'on pousse chez nous, chez Constellium, c'est de créer ces boucles de circularité afin de s'assurer qu'on recapte ce qu'on a créé dans la filière d'origine. Et juste quelques mots pour ce qui est de la bête boîte de canettes que vous achetez au supermarché. Le temps que met le métal que vous aviez dans votre canette, que vous avez acheté par exemple aujourd'hui, vous allez la boire, elle va normalement finir dans une filière de recyclage. Alors si vous étiez dans des pays du nord de l'Europe ou de l'Est, voire même de l'Espagne, le taux de probabilité serait très élevé, supérieur à 90%. Malheureusement, en France, il y a encore beaucoup d'alu qui se perd ailleurs que dans sa filière d'origine, hein, parce qu'on n'a pas de système de consigne en France. Mais si vous achetez votre canette aujourd'hui, le même métal qui a servi à fabriquer cette canette met en moyenne 6 mois pour se retrouver sous forme d'une nouvelle canette qui est à nouveau disponible avec le nouveau breuvage dedans. Ça, ce sont à peu près les vitesses de boucle de recyclage qu'on obtient sur ce produit spécifique qui a commencé à se structurer en boucle de recyclage
depuis un peu plus longtemps que certaines zones d'industrie où l'aluminium n'est qu'une partie de la constitution du produit au départ. Merci beaucoup pour votre réponse. Après ces 2 focus sectoriels, du coup, je vous propose qu'on reprenne un petit peu de recul. Et donc, j'ai une question pour Madame Padilla. Vous qui avez un point de vue transversal sur le sujet, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire quels sont les leviers et les obstacles que vous identifiez pour décarboner l'industrie en général? Et j'ai une deuxième petite question, moi aussi, qui me taraude, et je pense qu'il taraude pas mal d'élèves dans l'école, vu qu'on n'est pas encore forcément tous dans le monde de l'entreprise. J'aimerais bien que vous nous disiez aussi comment vous sentez que les industriels sont par rapport à la transition écologique. Est-ce que vous les sentez plutôt moteurs ou au contraire, est-ce que vous les sentez plutôt suiveurs? Voilà. Je ne vais pas citer de nom quand même. Vaste question. Je pense que, je trouve que les 2 exemples qu'on vient d'entendre, vous avez quand même parlé aussi beaucoup de marché. Et je pense que le sujet de l'appétence des industriels à investir dans des installations bas carbone, c'est aussi parce qu'ils ont confiance dans leur marché. Et ce qui est compliqué aussi actuellement, c'est finalement, c'est quoi le nouveau marché? Vous parliez de l'automobile. Voilà, c'est comment va évoluer le marché de l'automobile et donc de quels matériaux l'automobile va en avoir besoin. Quand on a fait le plan de transition sectorielle du ciment, on s'est posé la question dans les scénarios qu'on a mis sur la table pour illustrer. C'est quoi la demande en ciment dans un monde qui se décarbone où on va faire beaucoup moins de neuf et beaucoup plus de rénovations, où on a une loi zéro artificialisation nette, opérationnelle et prescriptive. Donc, c'est toutes ces questions-là. Donc, je pense qu'il y a déjà un premier sujet de l'appétence des industriels, c'est aussi la confiance qu'ils ont dans les marchés, parce que voilà, on ne produisait pas pour produire, vous produisez pour... Il y a un sujet produisez pas pour émettre déjà, et puis il faut qu'il y ait une demande. Donc ça, c'est quand même une incertitude de marché assez forte, et qui est différente selon les secteurs, mais ça reste quand même un premier point. Deuxième point que je soulignerai, c'est aussi ce que vous avez identifié en disant, voilà, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus... on a toute la chaîne de valeur, d'autres on est beaucoup plus segmentés. Ça pose aussi la question de la souveraineté, au niveau de la souveraineté industrielle. Donc, on est quand même dans une phase où, vous voyez bien, il y a quand même beaucoup de débats sur, finalement, est-ce qu'on produit, quitte à produire, à émettre, mais on est au moins souverain parce que sinon on est trop dépendant d'autres producteurs. Donc, il y a aussi cet enjeu-là qui, je pense, doit être largement débattu dans les COMEX des grandes boîtes. Et après, si on revient sur le sujet technologique, je dirais entre un frein et levier, moi je fais un peu j'ai 2 couples d'alignement de planètes. Un premier, c'est entre technologie mature et technologie et innovation. Là, on parlait par exemple de l'anode inerte dans l'aluminium, dans le plan de transition sectorielle de l'aluminium. C'est un des scénarios où on dit l'anode inerte, on va y arriver. Alors actuellement, les brevets, on ne sait pas où ça en est, on ne sait pas si les acteurs français auront accès à la technologie, mais on a fait un scénario où on dit, un des scénarios, c'est OK, on l'a en France, et qu'est-ce que ça fait? Comment ça se chiffre? Ça n'a pas été si évident que ça a chiffré quand on est sur une innovation. Mais c'est vrai que la question, est-ce que finalement j'attends l'anode inerte ou est-ce que je vais investir dans des choses qui coûtent assez cher, comme le CCS, et vous parliez des infrastructures, c'est des vrais choix. Donc déjà, entre le fait selon les sujets technologiques, on a des fois les choses sont déjà là, et il y a des secteurs où c'est plus facile que d'autres. Il y a de toute façon des choses à faire sans regret. L'efficacité énergétique, il en reste quand même à faire dans pas mal de boîtes, donc c'est sans regret. Il y a des choses où c'est plus facile que d'autres, mais il y a quand même un sujet. Et même sur le CCS, il y a encore un peu d'innovation parce que la chaîne de valeur, elle n'est pas complètement stabilisée, elle n'est pas opérationnelle. Donc, c'est aussi des paris de je vais quand même mettre mon installation de captage et je ne sais peut-être pas trop comment ça va arriver après au bout, comment ça va tenir. Les OPEX sont quand même assez faramineux. Il faut s'engager sur des OPEX qui ne rapportent rien. Alors, stocker du carbone, ça ne rapporte rien. Ça ne fait que coûter. C'est quand même le b à bas du truc. Ça, c'est les 2 premiers trucs. La temporalité, le couple un peu innovation-maturité dans les trajectoires de techno. Et l'autre levier, pour moi, c'est la temporalité entre la techno qu'on choisit et les infrastructures associées. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les approches territoriales. C'est quand même plus facile pour une cimenterie, si elle est près d'un hub CO2, comme on l'imagine dans le Nord, que dans d'autres secteurs où, surtout les cimenteries qui sont plutôt dans la pampa, voilà,
Voilà, et ça, qui commence en premier? Est-ce que c'est... Alors souvent, les infrastructures, on pense plus facilement à l'État, c'est pas forcément prévu comme ça pour toutes les infrastructures, mais c'est des choses qui sont régulées. Vous savez, sur l'électricité, il y a la CRE qui régule les infrastructures électriques. Sur l'hydrogène et le CO2, il y a un rapport de la CRE qui préconise que ce ne soit pas forcément régulé au niveau national, mais plutôt des réseaux privés. Il y a quand même un sujet, c'est des investissements massifs, les infrastructures. Comment on les dimensionne? Est-ce qu'on ne va pas dimensionner des tuyaux d'H2, des lignes électriques et des tuyaux de CO2 partout? Quels sont les choix? Et ça, c'est ce qu'on fait vraiment dans les études. Je vous ai cité très rapidement l'appel à projet zone industrielle bas carbone, ZIBAC, tout à l'heure, il était en dessous de la carte. C'est des choses qu'on essaie de faire au niveau de ces grandes zones industrielles, les 11 plus grandes zones industrielles. Donc, vous avez Dunkerque, Fos, la vallée de la Seine entre le Havre, Port-Jérôme et Rouen. Vous avez des zones dans le Grand Est, il y a la partie vallée de la Chimie. Ces zones-là, elles essayent de construire, donc ce qu'on a essayé de faire, nous, au niveau des secteurs, elles essayent de construire des trajectoires de décarbonation au niveau de la zone. Alors, c'est beaucoup plus programmatique et beaucoup moins prospectif que ce que nous, on a fait à l'agence, parce que nous, on pouvait se permettre cet exercice de démonstration. Eux, ils sont dans une logique. Alors, je prends tous mes industriels sur ma zone, donc j'ai une cimenterie, j'ai une aciérie, j'ai un truc d'aluminium. Vous voulez faire quoi, en fait? J'ai une usine d'ammoniac, vous voulez faire du CCS ou vous voulez mettre de l'hydrogène? Et tout ça, arriver à faire des scénarios qui font, si vous faites l'hydrogène, ça fera ça. Et donc, cette planification des infrastructures, elle est vraiment très, très structurante pour une grande majorité des sites industriels, de ces gros sites industriels, parce qu'ils sont aux 2/3 situés dans ces zones-là. Et donc, le fait de dire, on fait le pari de telle techno, on fait le pari qu'il y aura peut-être de nouvelles activités aussi. Donc, c'est des choses où il faut en plus arriver à se mettre d'accord avec ses voisins et pour essayer d'avoir les infrastructures qui vont bien au bon timing. Donc, c'est quand même pas si trivial que ça. Donc, voilà, moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, au contraire. Mais ça reste quand même au-delà de la considération technologique, voilà, je vais mettre une chaudière biomasse où finalement, là, il y a un sujet de ressources, biomasse, qui est le premier point. Mais technologiquement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça ne transforme pas le procédé. On a après des solutions où ça transforme vraiment le procédé. Et là, c'est beaucoup plus structurant. Quand on passe d'un haut fourneau à un DRI, ce n'est pas tout à fait le même procédé. Donc voilà, il y a ces sujets techno, on dirait assez intuitifs, et puis il y a tous ces sujets de temporalité avec les infrastructures, et puis question de l'innovation, pour répondre prise de recul, hein, vous m'aviez dit. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez peut-être un mot sur du coup, la deuxième partie de la question, sur est-ce que vous trouvez que les industriels, ils sont plutôt moteurs ou plutôt suiveurs ou... Alors, moi, je trouve qu'ils sont plutôt moteurs parce que quand je vois les appels à projets que l'on a, où on a quand même donc ces appels à projets pour ce qu'on appelle des appels à projets de déploiement, c'est-à-dire on finance vraiment des investissements, là, comme le projet Argilor ou de projets vraiment du CAPEX. On a à chaque fois plusieurs dizaines de dossiers déposés pour des projets qui vont de 10 à 200, voire beaucoup plus millions d'euros. Donc on est quand même sur à l'échelle du nombre, alors il y a un peu plus que les 225 sites des PTS, mais voilà, on a quand même des choses, moi je trouve assez significatives. Donc on a des industriels qui ont envie d'y aller. Donc oui, moi je dirais qu'il y a de l'appétence. Après, c'est là où on peut toujours être, en fait, c'est en fait l'ambition. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de faire des dispositifs là, depuis 2020 où on peut adresser tous les leviers de décarbonation dans un même guichet. Parce qu'avant 2020, on avait soit les certificats d'économie d'énergie, donc en gros, il fallait avoir un projet d'efficacité énergétique, et c'est sur ça que c'était compté, soit de la récupération de chaleur fatale, c'était un truc très spécifique aussi. Et là, on essaye, ou des ENR, le fonds chaleur avec de la biomasse. Et donc là, on essaye d'avoir des outils qui permettent aux industriels d'arriver avec un package, quoi. Enfin, le sujet, c'est pas de faire l'efficacité énergétique, c'est de faire un outil de production qui soit efficace et qui soit décarboné. Et donc, à partir de là, il faut être en capacité d'offrir la possibilité de faire plusieurs leviers. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de succès finalement sur ces appels à projets, parce que ça répond à une réalité industrielle. C'est-à-dire quand on remet à niveau un outil industriel, on passe d'une logique où on pluguait plutôt des utilités, on décarbonait des utilités. La partie développement des énergies renouvelables, c'était vraiment câblé sur ça, à des outils où on adresse l'outil de production lui-même. Et je pense que c'est en ça que c'est puissant, et c'est pour ça que je pense que oui, les industriels, pour le coup, faut pas trop rater l'occasion. Il y a quand même
pas beaucoup d'occasions dans un monde piloté par la Commission européenne où c'est la concurrence, il n'y a que des exceptions pour avoir droit à des aides publiques. Et ça, c'est des aides publiques qui sont exceptionnelles parce qu'elles répondent à des objectifs environnementaux. Donc je pense que oui, les industriels ont bien compris le sujet. Après, nous, on les pousse à être le plus ambitieux possible. Merci beaucoup. Du coup, on a un petit peu touché du doigt ma prochaine question, puisqu'on a pas mal parlé des enjeux physiques, donc avec notamment les infrastructures. Mais il y a aussi une réalité économique pour les entreprises, c'est que quand elles déploient un projet, il faut un retour sur investissement, sinon c'est difficile à justifier. Et donc, est-ce que, Madame Demey, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette réalité économique-là ? Oui, en fait, une réalité économique dont on n'a pas encore parlé, c'est le coût de ne rien faire. Donc, le coût de continuer à émettre des émissions de CO2 d'ici déjà 2035, parce qu'en Europe, la plupart des émetteurs, notamment l'industrie lourde qu'on a citée, donc l'aluminium, le ciment, sont soumis à la taxe carbone. À date, il y avait un certain nombre de quotas gratuits, qui fait que ce n'était pas si pénalisant de continuer à émettre des émissions de CO2. Mais ça fait donc déjà quelques années, et ça va être de plus en plus rapide, que ces quotas gratuits vont diminuer. Donc l'allocation de quotas gratuits va diminuer auprès des industriels pour complètement disparaître à horizon 2034-2035. Et pour un cimentier, par exemple, ça a un impact très conséquent sur la base de coûts. Donc, une tonne de clinker, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts de décarbonation, c'est à peu près une tonne de CO2. Une tonne de CO2, actuellement, sur le marché, c'est à peu près 70 €, mais on peut faire des scénarios où ça montera à 100, 150 €. Donc là, vous allez en fait doubler, voire tripler le coût de production d'une tonne de clinker. Donc, il y a un premier coût à avoir en tête, c'est le coût de ne rien faire, qui va être amené, où l'industriel va être amené à payer la tonne de CO2 qu'il émet. Ensuite, effectivement, un projet de décarbonation, ce n'est pas non plus gratuit, même s'il peut y avoir des aides, et on reviendra éventuellement là-dessus après. Et l'indicateur économique qu'on va regarder, c'est l'euro par tonne de CO2 évité. Et là, effectivement, il y a une équation à regarder. Est-ce que finalement, c'est plus intéressant de me décarboner? Ça va me permettre d'éviter les coûts de la taxe. Ou en fait, finalement, je vais vraiment avoir besoin d'aide pour que ma décarbonation ait du sens économiquement. Pour revenir sur l'exemple du ciment, donc la partie liée aux émissions de la combustion fossile, on a vu qu'il y avait des leviers. C'était finalement la partie simple. Et puis ensuite, il restait la partie plutôt hard to abate. Voilà, donc les émissions de process, on l'a mentionné, c'est à peu près les 2/3 des émissions pour la production du clinker. Et là, on est sur des solutions de rupture innovantes. Donc, on a parlé de la capture du CO2, par exemple. La capture du CO2, c'est installer une installation de capture, c'est transporter le CO2 jusqu'à un port, par exemple. C'est ensuite au port l'exporter en mer, par exemple en mer du Nord, et ensuite payer le stockage. Et quand on regarde le coût complet sur la chaîne de valeur, l'ordre de grandeur que j'ai en tête, le dernier, mais peut-être que ça a évolué parce que toutes ces estimations, ça évolue très vite, c'est à peu près 150 € par tonne de CO2 évité. Donc, en fait, si on est un cimentier et qu'on regarde si économiquement ça va avoir du sens de faire la capture, enfin de mettre en place toute une chaîne de valeur pour la capture et le stockage du CO2, faut quand même avoir l'espoir que la taxe carbone, ce soit à peu près 150 € de la tonne de CO2. Sinon, vous allez potentiellement être perdant en termes de compétitivité. Donc, il y a des questions comme ça qui se posent où vous allez être obligé de regarder concrètement combien ça va vous coûter de décarboner et est-ce que ça répond donc soit à vos propres objectifs, c'est-à-dire que vous pouvez aussi en faire une raison d'être de moins émettre de CO2, soit aussi à une demande du marché qui va peut-être, elle, vouloir des produits décarbonés. Et pour un peu finir cette vision sur comment faire des choix à l'aune des coûts que représente la décarbonation, il me semble que la principale difficulté autour de ces choix technico-économiques, c'est principalement l'incertitude, et l'incertitude sur plusieurs niveaux. Donc, d'une part, la maturité, on en a parlé, des technologies, mais aussi des partenaires. Donc, par exemple, on parle de la chaîne de valeur de la capture du CO2. Donc, est-ce que le transporteur gazier, je ne sais pas, un Fluxys par exemple en Belgique, va être au rendez-vous pour effectivement réaliser les projets sur lesquels il s'engage aujourd'hui donc par exemple de pipeline de transport de CO2. Est-ce que le port va également être au rendez-vous et dans la même temporalité pour gérer l'export des flux de CO2? Et de la même manière, est-ce que le stockage, les partenaires, donc souvent issus du monde pétrolier, vont être au rendez-vous pour effectivement gérer le CO2? Donc cette incertitude sur la maturité des technologies, est-ce que la capture va pouvoir effectivement
être à l'échelle des 1 million de tonnes de CO2 que ça représente une usine de ciment aujourd'hui, et la maturité des partenaires. Ensuite, il y a aussi une deuxième incertitude, c'est sur l'offre. Donc, en tant que cimentier, est-ce que mes concurrents dans ma zone de chalandise, mais aussi à l'import, donc la concurrence internationale, eux, comment ils vont se positionner et comment je reste compétitif finalement. Donc, il y a une incertitude sur ce que vont faire les concurrents, ce que va faire l'offre. Et il y a également une incertitude sur la demande, c'est-à-dire comment va évoluer le marché, comment vont évoluer les demandes des clients. Donc, est-ce qu'ils vont être intéressés par un ciment vert, un aluminium vert? Est-ce que donc, ces clients vont demander et acheter au final ces produits décarbonés? Et pour moi, cette question de la demande, ça rejoint aussi l'incertitude, donc la quatrième incertitude qu'on a sur la réglementation, qui est aujourd'hui en fait quand même motrice pour mettre en marche l'ensemble des industries sur leur trajectoire de décarbonation. Et cette réglementation, il y a aussi quand même de l'incertitude sur la temporalité effective de l'application des mesures. Et encore plus, je trouve, dans le contexte actuel où beaucoup de politiques publiques sont remises en question, aux États-Unis, en France, en Europe. Et ça ajoute une incertitude supplémentaire pour la demande. Donc, par exemple, on n'a pas encore forcément cité, mais la RE 2020, qui est la réglementation en France qui régule l'empreinte carbone, donc par exemple le taux de CO2 par mètre carré construit. Est-ce que finalement elle va vraiment être, elle a commencé à être mise en application, mais donc il y a des objectifs à horizon 2035. Est-ce qu'ils vont vraiment être, ça va continuer d'être ces objectifs-là à 2035? Est-ce que dans quelle mesure ça va être punitif, etc. Donc beaucoup de niveaux d'incertitude qui génèrent finalement des doutes sur les choix technico-économiques aujourd'hui de décarbonation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi d'autres manières, il n'y a pas que des coûts, mais il y a aussi des aides et des revenus. Je veux juste faire l'encart sur les revenus et ensuite on pourra revenir sur les subventions. En l'occurrence, donc s'il y a un marché, c'est-à-dire s'il y a des clients qui sont demandeurs de produits décarbonés, il y a aussi finalement une valeur marchande à avoir un ciment vert ou un aluminium vert. Et là, il y a toute une stratégie d'entreprise à faire, c'est-à-dire un cimentier qui va décarboner certaines usines, peut-être d'autres un peu moins. Il va avoir un portfolio de produits, donc certains qui vont être décarbonés, d'autres non, et à lui aussi de savoir valoriser sur le marché un ciment décarboné auprès peut-être d'un développeur immobilier qui sera plus sensible aux enjeux de décarbonation et à son scope 3, plutôt que sa production, on va dire, plus carbonée, qui intéresserait peut-être quelqu'un d'autre. Et donc là, on va pouvoir voir apparaître ce que moi j'appelle le green premium, donc c'est le fait de valoriser de manière marchande, monétaire, les efforts de décarbonation, qui peut aider aussi un business plan. Bon, après, c'est minime par rapport au gros capex et donc aux millions d'euros, centaines de millions d'euros dont on parle pour la capture. Et là, effectivement, donc l'ADEME est très active pour cette aide-ci. Je vous laisse compléter. Oui, si je peux compléter. Alors, aussi donner quelques métriques. On est en train de finaliser, on va bientôt avoir une publication, un travail de consolidation des 9 plans de transition sectoriels. En termes d'enjeux techniques, typiquement, ça va coûter combien en biomasse, en électricité, mais aussi en termes économiques, parce que les plans de transition sectoriels donnent aussi des éléments sur combien ça va coûter au regard de chacune des trajectoires qu'on propose. On est sur une trentaine de milliards d'ici à 2050 pour décarboner ces sites. Et on considère que d'ici à 2030, il faudrait 10 milliards, dont un tiers pour l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est vraiment le sujet du sans regret. Là, il faut y aller. Il y a pas de... Donc on est quand même sur des montants qui sont significatifs, mais ce n'est pas non plus du tout la même chose que ce qu'on envisage pour le bâtiment ou le transport, où on est beaucoup plus élevé que ça. Ça reste des sommes importantes. C'est aussi pour ça qu'il y a des sommes importantes, et notamment par rapport aux approches de compétitivité et de concurrence des sites industriels. Donc, c'est pour ça qu'il y a des aides, j'y reviendrai. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ces travaux, on a chiffré, vous parliez du coût de l'inaction. Et donc, on a regardé les coûts de production globaux et on a fait 2 hypothèses de prix haut ou bas de l'élec, du CO2 et des ressources. Et on est quand même à 2050 à entre plus 60 et à plus 120% selon les scénarios. Alors, c'est différent selon les secteurs, là, c'est agrégé, mais de coût de l'inaction sur les coûts de production. Donc, ne pas se décarboner, ça va de toute façon coûter plus cher que ce que ça va coûter de se décarboner. Donc ça, c'est vraiment, je vous rejoins tout à fait, c'est vraiment important de le signaler.
Et après, je dirais, face à ça, c'est vrai que vous avez eu des annonces assez importantes, assez significatives. On parle de 5 milliards sur la décarbonation de l'industrie en aide publique, qui avait été annoncée par le président Macron. Donc ça veut dire que derrière, on a des dispositifs dont j'ai un peu évoqué, notamment sur le déploiement, avec des dispositifs assez majeurs pour les gros sites industriels, puisqu'on a un dispositif là, qui s'appelle l'appel d'offres grand projet, industrie décarbonée, qui adresse à la fois des coûts opératoires, des CAPEX et des OPEX, donc avec des financements sur une quinzaine d'années. Donc on prend en compte le fait que justement, il y a certaines technologies où le sujet, ça ne va pas tant être le CAPEX que les OPEX. Donc on fait aussi de l'ingénierie dispositif public pour s'adresser à ça. Donc on a des choses pour des plus petits projets, voire beaucoup plus petits, avec des appels à projets comme des cars flash qui adressent plutôt, là pour le coup, le diffus. On a aussi des dispositifs de soutien à l'innovation, parce que c'est important, pas dire il faudrait innover, puis il faut qu'on soit cohérent aussi dans ces politiques-là. Tout ça, c'est sous bannière France 2030. Et également des études. Alors, j'ai cité les études de ZIBAC, puisqu'on essaie que les gens progressent aussi en faisant des trajectoires et en faisant des études. On a aussi des études individuelles à l'échelle des sites, parce que voilà, quand l'État s'engage sur un projet d'investissement, on aime bien vérifier que le travail d'audit et d'études de faisabilité a bien été fait. Donc ça aussi, on est capable de le financer. Donc voilà, c'est quand même J'ai cité aussi les certificats d'économie d'énergie qui sont un autre levier, le fonds chaleur, voilà. Et puis c'est pas de l'argent de l'ADEME, j'aime bien à chaque fois on me dit l'ADEME nous a aidés, c'est de l'argent notamment de France 2030, donc c'est de l'argent public, c'est un peu, c'est tout votre argent, donc c'est important de se dire que c'est un effort quand même de la nation finalement à se dire on met de l'argent public pour décarboner ce secteur industriel, et c'est des vrais choix politiques, et je rejoins le fait que les instabilités qu'il peut y avoir, quand on voit les échelles des temps de décision pour des investissements aussi massifs, c'est vrai que le fait d'avoir un peu des stop and go, c'est pas évident pour se projeter. Mais il n'empêche que c'est quand même de très très beaux montants qui sont mis sur la table par nous tous finalement. Merci beaucoup. Du coup, vous avez pris un peu d'avance sur ma prochaine question pour Monsieur Meurette, puisque justement, du coup, on voit bien que le politique, c'est un levier de décarbonation, soit via les subventions, soit via le cadre législatif, puisque Madame Demey a mentionné à juste titre la loi RE 2020. Et donc, moi, ma question pour vous, Monsieur Meurette, c'est, vous avez mentionné par exemple le CCS, qui est un pari relativement risqué. Or, j'imagine que ça va nécessiter quand même un cadre particulier, éventuellement des subventions. Et donc ma question pour vous, c'est quels sont les effets concrets de la politique sur votre business et comment vous arrivez à articuler le temps politique et le temps industriel qui est beaucoup plus long? Très bonne question. Merci. Le projet CCS de Vicat, c'est le projet Vailla. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, c'est un projet de capture carbone qui consiste à capter 1 million de tonnes de CO2. Et on n'est pas du tout à proximité d'un port sur l'usine de Montalieu, on est même tout au nord de l'Isère, donc très loin des ports. Et la beauté de ce projet, c'est qu'il va réutiliser des actifs qui sont aujourd'hui en sommeil. Il va réutiliser un pipeline qui appartient à SPSE, qui relie Montalieu, donc le Nord-Isère, à Fos-sur-Mer. Et il va redonner de l'activité à un site de LNG qui recevait du gaz liquéfié, qui le remettait sous forme de gaz sur le réseau, et qui sera rétrofité pour faire l'inverse, pour recevoir du CO2 gazeux et le liquéfier. Donc, malgré l'éloignement, on a trouvé des solutions pour avoir un projet pertinent à ce sujet-là. Petite parenthèse, je vous propose qu'on reparle du projet Vailla après, pendant le cocktail. Mais c'est exactement ce que vous avez dit, Madame Demey. C'est-à-dire que le projet Vailla, le montant des investissements, il est basé sur 2 paris. Et vous avez tous utilisé le mot pari. C'est le bon mot. C'est 2 énormes paris qui sont que les OPEX seront plus bas que le coût du CO2. On a à peu près les mêmes ordres de grandeur. On est un peu plus pessimiste, on dit entre 150 et 200. Bon, donc l'ordre de grandeur est là. Et le deuxième, c'est le MACF, c'est-à-dire le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, c'est-à-dire que tout le monde joue avec les mêmes règles pour éviter que le ciment turc, égyptien et algérien arrive aux frontières de l'usine de Montalieu à moitié prix. Donc là-dessus, pour répondre à votre question, c'est le politique qui joue le rôle d'arbitre ou de juge de paix, qui s'assure que tout le monde joue avec les mêmes règles. Le deuxième rôle, et vous en avez parlé aussi, c'est le rôle de moteur ou d'accélérateur. On a parlé de la RE 2020, donc régulation environnementale 2020, qui prévoit qu'un bâtiment collectif en 2022 ne peut pas avoir plus que 740 kg de CO2 par mètre carré construit.
Et en 2031, c'est 490 kilos par mètre carré de bâtiment construit. Donc si vous êtes un promoteur immobilier, vous faites votre calcul, vous regardez un petit peu, le béton d'infrastructure, béton armé, c'est 30% de votre poids CO2. Si vous retirez les armatures, le béton en lui-même, c'est 70% de ça, c'est-à-dire à peu près 20%. Et donc vous allez en tant que promoteur vouloir acheter un ciment qui est bas carbone. Donc là, c'est le rôle de l'État qui joue l'accélérateur et qui crée la demande, qui nous force, nous, en tant que cimentiers, à proposer l'offre pour répondre à une demande. Le troisième rôle, on en a aussi parlé de façon indirecte, c'est le rôle de banquier. C'est des financements conséquents. J'ai bien enregistré que ce n'était pas de l'argent de l'ADEME, mais je vous remercie quand même. Donc c'est de flécher l'argent public, on peut le dire comme ça du coup, c'est de flécher de l'argent public vers des projets de décarbonation. Le projet Argilor dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, c'est typiquement un projet qui serait peut-être resté dans les cartons encore quelques années s'il n'y avait pas eu cette subvention de l'ADEME qui a vraiment permis de déclencher et de dire on y va. On n'est pas clair sur tout, on fait quelques paris mais on fonce et on y croit et l'ADEME nous soutient. Et c'était pari réussi puisque ça démarre en ce moment. Le ciment est en cours de certification et on économisera 50 000 tonnes de CO2 par an. Donc, un succès. La temporalité. Deuxième partie de votre question. Vous avez dit que le groupe Vicat existait depuis 170 ans. C'est le fils d'ailleurs. C'est le fils de Louis Vicat qui a créé la société. Voilà. C'est le fils de Louis Vicat. Donc 170 ans, donc là, ça y est, on parle de temps long, on parle de multigénération. C'est aujourd'hui la 8e génération qui rejoint la gouvernance du groupe. Donc on est vraiment dans le temps long. Il y a un standard chez Vicat qui fait parfois sourire. Dans les réserves de carrière, on essaie d'avoir toujours 100 ans de réserve dans nos carrières. Vous voyez, on est vraiment dans la politique de temps long. Et je vous donne un exemple. Vous avez parlé des États-Unis et du manque de visibilité. Il y a 2 projets de CCS chez Vicat, le projet Vaga dont je viens de vous parler et le projet Lebec Net Zero en Californie. Ce projet avait été lauréat d'une subvention de la part de l'administration Biden dans le cadre de l'IRA, subvention pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros. Donc subvention vraiment conséquente. Ce n'est pas un chèque de 500 millions d'euros, hein, c'est-à-dire c'est un match qui peut aller jusqu'à 500 millions d'euros. Laquelle subvention a été annulée par l'administration Trump. Bon, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le besoin de décarboner cesse d'exister. Au contraire, ça ne veut pas dire que le projet est annulé. Au contraire, ça veut juste dire que on attend. Le projet est en stand-by et on continue. Le temps industriel, c'est le temps long. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que ça aurait fait écho à ce que Madame Voigilis nous aurait dit dans la première partie, mais c'est pas grave. Oui, donc vous avez aussi, à juste titre, mentionné le MACF très rapidement. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus, parce que l'Europe mène actuellement une politique industrielle pour éviter les fuites de carbone. Et donc, via ce MACF, Madame Demey, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Le MACF, c'est le mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières, donc le CBAM en anglais, et ça vise à reproduire pour les importations, donc notamment du ciment, de l'aluminium, mais il y a 4 autres industries concernées, les fertilisants et d'autres notamment, reproduire cette taxe CO2 pour que les industriels européens ne soient pas désavantagés par rapport à la concurrence internationale. Donc, progressivement, de la même manière qu'on a la baisse des quotas gratuits au sein de l'Union européenne, on va avoir la montée en puissance du CBAM et donc la pénalisation des émissions de CO2 importées, d'une certaine façon, donc auprès des imports de ciment, par exemple, d'aluminium au sein de l'Union européenne. Donc ça vise à équilibrer un petit peu les choses. Cependant, encore une fois, il y a de l'incertitude qui fait que tout le monde n'est pas forcément serein par rapport au fait que l'industrie européenne reste compétitive malgré l'application de cette taxe carbone aux frontières. Donc on a mentionné la temporalité. Je pense que c'est assez important parce qu'on est quand même dans un contexte où il y a du retard, où il y a certaines politiques publiques où on annonce une date et finalement ça va être repoussé. Donc ce n'est pas forcément encore le cas pour le mécanisme de la taxe carbone aux frontières, mais par exemple pour la CSRD, l'impact est moins grand, c'est plus du reporting. Il y a eu des décalages, on avait mis des limites de temps et finalement ça a été décalé. Donc c'est un contexte où quand même la temporalité n'est pas forcément très claire et c'est encore une fois une incertitude avec laquelle il est difficile de naviguer. La deuxième incertitude, c'est celle du périmètre. Et là, pour le coup, on peut citer l'exemple de l'aluminium. On l'a dit, hein,
la grande majorité des émissions de la production d'une tonne d'aluminium, pour un pays dont le mix électrique est carboné, ça va être principalement les émissions liées à la consommation d'énergie nécessaire à la production de la tonne d'aluminium. Et finalement, voilà, si on est sur une moyenne de 10 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium dans le monde, vous avez à peu près 7, donc 70% qui sont liés à cette électricité. L'électricité, c'est le scope 2, c'est les émissions indirectes, ce n'est pas les émissions directes. Et en fait, il y a une question sur le périmètre de la taxe carbone. Est-ce que ça prend en compte ou non le scope 2, donc les émissions indirectes? Et typiquement pour l'aluminium, ça a un impact très conséquent, parce que si vous les prenez en compte, on ne parle pas du tout des mêmes ordres de grandeur de taxes. Et en fait, il y a une petite subtilité, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs industriels d'électricité en Europe, ils achètent leur électricité, mais il y a aussi une sorte de mécanisme, je ne sais pas si on peut appeler ça une redevance, mais une compensation des coûts indirects. Parce que les outils de production d'électricité en Europe sont eux-mêmes soumis à la taxe carbone. Et pour maintenir la compétitivité des industriels qui achètent cette électricité, il y a une remise sur ces surcoûts finalement liés à la taxe carbone sur l'électricité qui est ensuite utilisée par les industriels. Donc il y a de l'incertitude sur, si finalement on inclut le scope 2, les émissions indirectes à la taxe carbone et donc la taxe carbone aux frontières, est-ce que finalement ce mécanisme qu'on a en place de limite des surcoûts d'achat d'électricité pour les industriels en Europe reste ou non? Donc en fait, il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur le périmètre lié à l'application de la taxe carbone. Donc c'est une deuxième difficulté. Et enfin, la troisième difficulté, et c'est aussi important pour la compétitivité en Europe de nos produits, c'est que l'aluminium, donc c'est un produit brut, mais après vous avez des semi-produits, voire même des produits finis. La taxe carbone, ça s'applique majoritairement à l'aluminium brut. Vous avez une liste de codes finalement de douane auxquels ça s'applique, mais en fait, par exemple pour des jantes en aluminium, c'est produit à partir d'aluminium, mais une jante importée ne va pas être soumise à la taxe carbone, alors que l'aluminium pur, lui, va être soumis à la taxe carbone. Donc vous allez pouvoir en fait on pourrait voir des mécanismes de fuite carbone, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, où on va importer un produit fini qui, lui, n'aura pas été soumis dans sa chaîne de valeur de production à la taxe carbone. Et là, ça devient un peu compétitif de le produire en Europe. Donc voilà, 3 incertitudes, la temporalité, le périmètre exact de qu'est-ce qui va être taxé et quelles vont être les conséquences pour les subventions ou les redevances, on va dire, au sein de l'Europe. Et enfin, la compétitivité par rapport aux produits semi-finis ou finis. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal parlé du carbone jusqu'à maintenant, donc j'aimerais bien qu'on discute d'autres sujets, et notamment de la pression sur les ressources. Donc pour limiter notre impact global, il faut aussi limiter notre empreinte matière et nos prélèvements, notamment en eau. Et donc, Madame Demey, selon vous, quelles sont les perspectives sur ce sujet précis ? Je pense qu'effectivement, le sujet de la pression sur les ressources, c'est hyper important. En fait, pour rebondir un petit peu sur ce qui a déjà été dit, et ensuite je passerai la parole, on a parlé des intrants alternatifs. Donc, notamment pour le ciment, ça peut être donc différents mix pour la matière. Ça pourrait être le calcin pour l'industrie du verre. Pour l'industrie du ciment, on a parlé du laitier. Donc, en fait, il va y avoir une pression sur ces intrants alternatifs qui ne sont pas disponibles dans des volumes illimités non plus. Donc, c'est une première limite où, en fait, on a une pression sur ce type de ressources-ci. Le cas du laitier en particulier, c'est un bon exemple parce que si l'industrie de l'acier, enfin les aciéries qui vous fournissent en laitier, diminue en Europe, finalement il n'y aura plus ce laitier à disposition et ça rend caduque finalement ce modèle de décarbonation avec l'usage de cet intrant. Il y a aussi une certaine forme de concurrence à l'accès sur ces ressources, donc c'est pas parce qu'un cimentier a identifié cette solution que tous ne l'ont pas identifiée, donc il va y avoir une pression sur ces ressources alternatives. Mais autrement, il n'y a pas que les intrants, il y a aussi l'accès aux sources d'énergie décarbonée. Et on parle notamment, j'aimerais bien citer l'exemple du bois,
parce qu'on en parle beaucoup en fait de passer au bois comme source d'énergie donc plus verte que par exemple de la consommation de gaz pour des chaudières. Et là, on a vraiment des conflits d'usage. Donc un conflit d'usage avec une forêt qui peut être aussi un puits de carbone et donc qui va en fait être aussi prise en compte dans nos calculs d'objectifs de réduction d'émissions de CO2. Donc il y a un premier conflit d'usage, utiliser du bois ou alors que ce bois soit utilisé en tant que puits de carbone. Et en plus, il faut un petit peu mettre en perspective, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de l'usine Nestlé Purina en France. Donc c'est une usine qui produit de la pâtée pour chat et qui avait en fait au sein des grands objectifs de décarbonation du groupe Nestlé, ce site avait été choisi pour changer l'approvisionnement en chaleur d'une chaudière gaz à une chaudière bois, si je me souviens bien. Et en fait, la quantité de bois qui aurait été nécessaire à ce projet, on parle d'un terrain de foot par jour, en fait, de bois à utiliser pour le fonctionnement de l'usine. Et on voit qu'il y a en fait un peu une dissonance entre l'objectif, c'est-à-dire produire de la nourriture animale et exploiter la forêt. Et la pression sur les ressources, c'est précisément que pour cette industrie-là, il se trouve qu'il y avait des solutions alternatives pour décarboner leur production. Ce n'était pas la seule solution d'utiliser du bois. Ils utilisaient en fait une chaleur plutôt basse température, où du coup, il y avait d'autres alternatives qui étaient également envisageables. Et du coup, il aurait mieux valu que cette forêt, si jamais elle devait vraiment être exploitée pour une chaudière bois, le soit pour une industrie où finalement les émissions sont plus inabattables, ou du moins c'est plus compliqué. Donc en fait c'est un exemple assez intéressant qui est bien documenté en ligne si vous voulez aller voir. Je trouve ça assez parlant pour se poser un peu la question sur la pression des ressources. Donc là l'exemple du bois. Mais il me semble que vous aviez aussi des exemples de pression sur les ressources à partager. Merci beaucoup pour votre réponse, Madame Demey. Oui, j'aimerais bien qu'on passe la parole maintenant à Monsieur Hochedel, parce que vous travaillez chez Constellium, donc, qui est une entreprise qui fait surtout de l'aluminium secondaire, donc recyclé. Donc j'imagine que la pression sur les ressources, c'est un sujet qui est assez cher à votre entreprise. Et lorsqu'on a visité l'usine de Constellium Neuf-Brisac, on a découvert qu'il y avait pas mal de projets qui étaient en cours sur la réduction des prélèvements en eau. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît ? Alors effectivement, quand on parle d'écologie, forcément on parle de CO2. Bon, c'est surtout lié à son effet majeur sur le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit. D'une manière générale, effectivement, on retrouve chez plein d'industriels des objectifs en termes de CO2, mais pas que. Très fréquemment, et c'est notre cas à nous aussi, on ne se fixe pas tant des objectifs uniquement en baisse de notre impact CO2, mais également et surtout en augmentation du taux de métal recyclé et du taux d'utilisation. Certains de nos clients d'ailleurs n'expriment pas du tout de trajectoire en CO2 et nous fixent plutôt des objectifs en augmentation du contenu de métal recyclé, tout simplement parce qu'effectivement dans toutes les ressources qu'on exploite, se pose la question de la sobriété dans l'énergie qu'on consomme, mais également sobriété dans ce qu'on prélève. Et donc, la meilleure chose en termes de trajectoire écologique, c'est de réutiliser ce qu'on a déjà utilisé une première fois. Alors ça, on l'a sur la matière première qui est le métal, mais on l'a effectivement sur tout un tas d'autres ressources qu'on consomme. Et il y en a une notamment qui est très fortement d'ailleurs sollicitée puisqu'elle est nécessaire à la vie humaine, qui est l'eau. Je ne connais quasiment aucune industrie qui n'a pas besoin d'eau. D'ailleurs, c'est un peu marrant quand vous regardez les humains ont construit des villes le long des cours d'eau parce qu'ils ont besoin d'eau. Et quand vous regardez où sont situées les entreprises industrielles, vous les retrouverez exactement aux mêmes endroits. Elles sont le long des cours d'eau parce que tout le monde utilise l'eau. Et souvent, d'ailleurs, c'est une utilisation relativement cachée parce qu'on ne la voit pas dans le produit final. Et pourtant, je peux vous garantir qu'on en utilise beaucoup. C'est vrai dans toutes les industries et donc tout particulièrement chez nous dans le domaine
domaine de la transformation de l'aluminium. On recycle de l'aluminium, on le fond. Donc à un moment donné, on passe par de l'aluminium qu'on a mis à l'état liquide. Et puis nous, derrière, on le retransforme, on le lamine, on l'extrude et sous forme solide. Et donc il faut solidifier. Et dans le procédé de solidification, faut extraire de la chaleur. Et dans toutes les industries, dès qu'il faut refroidir quelque chose de manière violente, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser de l'eau. Alors, depuis pas mal de temps, sur les zones en pression hydrique, on a commencé très très tôt à être sobre. Alors, l'usine de Neubrisac n'a pas été dans un passé récent très vertueux en la matière, puisque l'origine de mettre cette usine à cet endroit-là, c'est qu'on a une ressource en eau qui, pendant longtemps, a été jugée illimitée. Alors, la ressource illimitée, en fait, elle n'existe pas. Hein. Ça, c'est un leurre. Mais il y a encore 20 ans, il y avait des concepts largement répandus qui étaient que là, on peut pomper. De toute façon, la nappe est tellement grosse qu'on ne la voit pas baisser. Et en fait, sur un temps long, on le voit baisser et même les plus grosses sources hydriques en Europe baissent lorsqu'on les consomme à un rythme plus important que ce qu'elles mettent à se régénérer. Donc très concrètement sur le site de Neubrisac et notamment avec le nouveau site de recyclage, on a développé des process de refroidissement des plaques en boucle d'eau fermée, là où historiquement nos installations précédentes pompaient l'eau dans la nappe, l'utiliser pour refroidir ce qu'il y avait à refroidir une seule fois et on le rejetait dans la rivière qui passe à côté, qui est le Rhin. Aujourd'hui, dans le nouveau complexe de recyclage, on utilise l'eau en boucle fermée, donc on le réutilise en continu. Et on a sur cette unité-là réduit la consommation d'eau de 90%. Rien que sur cette unité-là, et ce qui réduit en quelques années la consommation globale d'eau du site en termes de prélèvement dans le milieu de plus de 30%. Au travers d'autres actions aussi, partout où on utilise l'eau, on cherche à réduire l'utilisation et ou à le recycler un maximum. Merci beaucoup. Donc on a abordé le sujet de l'eau qui est effectivement un sujet très important et vous avez parlé rapidement aussi du sujet de la sobriété de manière plus générale, d'où ma question pour Madame Padilla, puisque moi je m'interroge beaucoup sur l'après et c'est difficile de penser la société d'après quand l'industrie actuelle repose sur des économies d'échelle et ce qu'on appelle la masse production. D'où ma question, comment à votre avis on peut intégrer la sobriété au sens de la baisse de production dans ce monde industriel? Alors, comment on essaye, surtout. Alors, c'est un des sujets qui nous a beaucoup occupés justement dans les plans de transition sectorielle. Comme je le disais, il y a un vecteur de baisse des émissions qui est le niveau de production. Donc, on a dans ce contexte de prospective, on a vraiment imaginé des univers où voilà, il y avait comme je disais, par exemple, sur le ciment, c'était le sujet, s'il n'y a plus de construction neuve. Voilà. Ça veut dire quoi en termes de capacité, de nécessité de produire du ciment. Donc ça, on l'a fait dans le cadre des plans de transition sectorielle. C'est pas évident, parce que ça, surtout quand on est sur des secteurs où finalement on sait compter les sites. Donc voilà, ça peut amener à des questionnements sur voilà, qu'est-ce qui va se passer. Après, c'est des stratégies industrielles qu'il y a derrière. C'était assez facile finalement de faire ça à l'échelle d'un secteur, parce que c'est plus compliqué si on demande. Si vous prenez les feuilles de route des sites telles qu'elles sont demandées par l'État, il n'y a pas de notion de. On est à isoproduction. Le sujet, il peut pas être traité. Il peut pas être traité dans le cadre d'une feuille de route site. Par contre, à l'échelle d'un plan de transition sectorielle, c'est plus facile de traiter ça. Donc, on s'en est saisi pour montrer les enjeux, en fait. Hein. On a des simulations sur l'emploi, on a essayé d'apporter des éléments dans le débat. Et on l'a fait également dans nos travaux Transition 2050, qui sont là de la prospective à l'échelle, c'est l'ADEME qui a fait ça à l'échelle de l'ensemble des secteurs, donc l'industrie, mais aussi la mobilité, le transport, la consommation. Donc c'est
le bilan carbone de la France, comment on fait une trajectoire à 2050. Et on a fait 4 univers très contrastés, hein. Donc des univers vraiment, le premier étant vraiment de la très grande frugalité, et puis petit à petit, on a moins de frugalité et plus de techno. On est en train de refaire cet exercice qui était sorti il y a maintenant 4 ans. On est en train de le refaire. On essaye aussi de rajouter des enjeux de réindustrialisation, parce que derrière ça se pose aussi la question de la souveraineté. Est-ce qu'on est plus autonome, mais est-ce qu'on a besoin d'autant produire? Enfin, si, notre autonomie, elle est peut-être aussi au prix de moins produire. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Ça reste un vaste problème, et je pense que l'enjeu, c'est de penser la décarbonation de l'industrie dans un monde qui se décarbone. Et à partir de là, on peut avoir plein de conclusions différentes, mais il faut éviter l'impensé, quoi. Parce que sinon, là, je pense qu'on va dans le mur. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, Madame Paria. Effectivement, je vous ai présenté un petit peu ce qu'on fait au niveau du produit. Mais c'est vrai que dans notre feuille de route de décarbonation, il y a 2 aspects. C'est fournir un produit qui soit moins carboné, mais aussi proposer des solutions constructives qui utilisent moins de béton. Parce que c'est une réalité, on va utiliser moins de béton, donc il faut être, on ne peut pas se permettre d'être spectateur, il faut être acteur et proposer des solutions qui nous permettent de garder la valeur chez nous. Ça va du fait de proposer par exemple de l'impression 3D qui va utiliser moins de nos produits, mais en gardant la valeur chez nous, ou des bétons ultra haute performance qui permettent d'en utiliser moins. Donc la sobriété, c'est aussi, à mon avis, dans toutes les entreprises, une partie de la décarbonation. Il n'y a pas qu'une solution techno-produit. Merci beaucoup. Effectivement, c'est hyper intéressant comme sujet. Je pense aussi à, par exemple, Michelin qui aujourd'hui se met à faire des voiles de bateau parce que, je trouve que ça rejoint un peu ce sujet-là de se développer sur d'autres marchés qui ne sont pas forcément nos marchés initiaux. Donc voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc merci. Maintenant, j'aimerais redonner la parole à Monsieur Hoschnedel sur une question qui est un peu plus peut-être délicate ou inhabituelle, mais c'est la question de la chaîne de valeur. Quand on parle de transition écologique et de décarbonation, on pense surtout à tout ce qui est en amont. Donc, décarboner les fournisseurs, décarboner chez soi, enfin voilà, conclure des pactes avec ses fournisseurs pour qu'ils se décarbonent aussi. Mais on pense quasiment jamais à l'aval. Et en fait, chez Constellium, donc vous travaillez vachement sur vos émissions à vous, mais derrière, vous servez des marchés comme l'automobile et l'aéronautique. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même un impensé des émissions carbone des clients. Et donc ma question pour vous, c'est est-ce que c'est des questions que vous intégrez dans vos réflexions de décarbonation et comment vous faites ça? Alors, effectivement, d'une manière générale, quand on parle de transition écologique de l'industrie, en fait, le moteur essentiel de cette transition, il va être la demande et l'évolution globale de la société. Si la société s'engage dans une transition écologique, je dirais que l'industrie suivra forcément puisqu'elle s'adaptera. Alors, on est souvent quand même dans des dualités un peu bizarres où la société elle a envie de se déplacer, elle a des besoins croissants. On parlait avant de l'habitat, la société elle veut des logements plus grands, donc forcément ça va consommer plus et très souvent une partie de ce qu'on arrive à faire en termes d'économie et d'amélioration au niveau de l'industrie elle-même, on le cache ou on le compense dans l'autre sens avec des besoins grandissants. Donc l'industriel là-dedans, faut pas croire qu'il pilote ça. L'industriel, il suit essentiellement une demande. Et il est absolument pas à la manœuvre en ce qui concerne le besoin final. Donc si on prend par exemple l'aéronautique, effectivement, alors l'usine de Neubrisach ne livre pas ce marché, mais on a une usine dans le centre de la France qui livre typiquement ce marché. En fait, la part de l'aluminium sur l'impact carbone de l'activité du transport aérien est du coup là par contre très, très faible puisque l'avion a un poids relativement faible. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche, à ce qu'il ait un poids faible. Par contre, après l'utilisation par les compagnies de transport aériennes a un impact important. Et on voit que dans cette filière-là où on a travaillé pour réduire, alors
bien sûr l'impact carbone des matières qui servent à faire les avions, mais également les compagnies aériennes qui travaillent énormément sur la réduction de leurs émissions liées à leur consommation de carburant avec le développement de biocarburants par exemple. On voit que la plupart de ces gains-là sont complètement effacés par l'accroissement continu de la demande et du trafic passager. L'industriel, là, livre avant tout un marché et rentre dans des objectifs qui lui sont fixés, mais n'a que très peu de poids dans la demande finale. Merci beaucoup. Merci d'avoir mentionné l'effet rebond aussi, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. Et donc peut-être le mot de la fin pour Monsieur Meurette. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est la biodiversité. On a eu, donc je pense à mes collègues de troisième année, on a eu en fin d'année dernière Claire Nouvian qui est venue nous faire une présentation et qui a commencé sa présentation en disant que 80% des insectes étaient morts sur les 30 dernières années, avaient disparu complètement. Et donc ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous intégrez la biodiversité dans votre activité chez Vicat? Alors, c'est un beau sujet, effectivement, la biodiversité, parce que c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Quand on parle de CO2, on parle de kilogrammes de CO2 scope 1 par tonne de ciment équivalent. Ça rentre dans les fichiers Excel, on peut faire des calculs, on voit les chiffres après la virgule, on aime bien. Quand on est des ingénieurs, on peut faire des graphes, on peut comparer entre produits, on peut comparer d'une année à l'autre, on peut comparer entre usines. C'est hyper tangible. En revanche, biodiversité, si je demande à une carrière, la biodiversité c'est important. Ah ouais, c'est important. Vous êtes bon? Ah ouais, on est bon. Comment? On ne sait pas, on sait juste qu'on est bon. Donc on est encore à la recherche du KPI parfait qui nous dira à quel point on est bon, comment on évolue et comment est-ce qu'on peut le mesurer de manière tangible. Donc puisque je viens de vous dire que c'était intangible, je vais plutôt vous donner un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'exemple de la carrière de Mépieux. Une carrière qui alimente une cimenterie à hauteur de 1 million de tonnes de calcaire par an. Quand on parle de biodiversité, on parle de facteur d'érosion. Notre facteur d'érosion en tant que cimentier, c'est la modification d'un milieu naturel sous la forme de carrière. Donc cette carrière, en fait, elle transporte 1 million de tonnes de ciment d'un point A à un point B, à une distance de 7 km. Elle transporte le calcaire dans un convoyeur souterrain ou semi-enterré, qui a donc permis de supprimer toute la flotte de camions qui faisaient ça auparavant. Et au moment d'ouvrir cette carrière, le groupe Vicat a acheté des terrains adjacents à cette carrière et en a fait une réserve naturelle. Avec la collaboration d'une association de protection de l'environnement. On leur a dit, écoutez, ce n'est pas notre métier, nous on est des industriels, vous c'est votre métier, donc dites-nous comment faire. Et donc on a créé une réserve naturelle adjacente à une carrière qu'on exploite. Une carrière, c'est environ, je vous dis, il y a 100 ans de réserve, c'est en général un permis pour 30 ans, un arrêté préfectoral pour 30 ans, et qu'on exploite plutôt que de faire, comme dans l'inconscient populaire, un grand cratère qui sera peut-être réhabilité dans 30 ans. On exploite et tous les 5 ans, on réhabilite une partie de la carrière qui est en fin d'exploitation. Et le fait d'avoir cette réserve naturelle, en fait, ça a permis à la biodiversité de migrer vers cette réserve et puis, au fur et à mesure de la réhabilitation, de remigrer vers la carrière. Donc, en fait, on a un bel exemple là de protection de la biodiversité. Aujourd'hui, cette réserve, elle est gérée par le département. Il y a une gouvernance en fait, qui est composée du département, d'une association de chasseurs, d'une association de pêcheurs, d'une association de défense de l'environnement et de nous, l'industriel. Donc pas forcément des gens qui seraient appelés à se parler spontanément, mais ça marche très bien. Et du coup, on fait des trucs super qu'on ne pensait pas possibles. Et ce que j'aime le plus dans cet exemple, c'est qu'on a embarqué tous nos exploitants de carrière qui sont devenus des naturalistes pros, qui savent reconnaître toutes les espèces de batraciens, les espèces de fleurs, et c'est extraordinaire parce qu'ils sont tout à fait moteurs dans les inventaires qu'on fait tous les ans. Donc c'est un exemple pour vous dire que c'est possible de faire cohabiter l'industriel et la protection de la biodiversité. Il faut que ça soit pensé très en amont. On ne peut pas décider après coup, on va le faire. Donc il faut que ce soit pensé en amont dès le départ dans le projet. Non seulement c'est possible, mais c'est dans l'intérêt de tous, y compris l'industriel. C'est ça qu'on apprend sur cet exemple. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Juste petit point pour ceux qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de venir à Constellium avec nous à Neuvre-Isaac, mais on nous avait présenté l'inauguration du centre de recyclage et on nous avait dit que la même chose avait été effectuée, c'est-à-dire qu'ils avaient mis en place des couloirs de biodiversité pendant la construction pour limiter l'impact.
ça avait été présenté sous la forme on a dû attendre 6 mois de plus pour pas empêcher les oiseaux de pondre leurs œufs. Mais voilà, donc ça avait été fait, donc c'est pas si marginal que ça. Et super intéressant, donc merci beaucoup. Je rejoins effectivement Monsieur Meurette. Dans le cadre de ce projet, j'ai appris énormément de choses en biodiversité. Et c'est effectivement assez flagrant de voir qu'il y a une réelle ingénierie aussi là en la matière. Et lorsqu'on s'adresse aux spécialistes, il y a des solutions. Alors je ne dirais pas pour faire zéro impact, mais pour très grandement limiter les impacts. Et je suis assez en phase avec l'avis qu'on peut faire énormément de choses et la cohabitation, quelque part, est pas que complètement un leurre. Et du coup, j'irai même plus loin la dernière seconde, mais sur les carrières, c'est un sujet qui me passionne, donc vous ne pouvez pas m'arrêter. On arrive à une conclusion qui est presque contre-intuitive, c'est-à-dire que sur les carrières réhabilitées, on voit réapparaître des espèces qui avaient disparu et qui étaient absentes lors du premier inventaire d'origine. Parce qu'on recrée un habitat propice, notamment par exemple, enfin on en parlera après, mais voilà, à votre disposition pour en parler pendant le cocktail. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais laisser la parole à la salle, si quelqu'un a des questions. Est-ce que quelqu'un a une question pour notre auditoire? Oui. Je vous laisse vous présenter rapidement avant de poser votre question. Oui, Christian de Guyenne, je suis business angel, ancien des mines. J'investis dans des startups exclusivement de la transition éco-énergétique. C'est comme ça que j'appelle le domaine. Ma question est de savoir quelle place vous voyez pour les startups dans cette décarbonation ou dans cette transition. C'est la première question. La deuxième, c'est que l'expérience assez présente en ce moment, c'est que la vie dans l'industrie, vous le savez vous, est très difficile, et la vie dans les startups est encore plus difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait, alors peut-être que ça sera le thème du 1er décembre, mais qu'est-ce qu'il faudrait effectivement faire pour améliorer la coopération entre les grands industriels que vous êtes ou les pouvoirs publics et les startups sur ces objectifs de transition. Et merci pour vos présentations qui étaient tout à fait passionnantes. Alors, c'est vrai que là, on a quand même eu un prisme très industrie lourde, donc on a quand même des objets industriels très conséquents, avec aussi souvent des entités qui ont, je dirais même en termes de recherche, c'est des labos internes. Souvent, Par contre, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé d'approches plus diffuses, où on a peut-être plus facilement des startups sur la question du numérique, du contrôle commande, des choses comme ça. Je trouve qu'on en a quand même pas mal qui sont sur ça. Ça reste, enfin, je veux dire, c'est peut-être plus aussi dans le bâtiment que dans l'industrie. Enfin, j'avoue, je me pose pas forcément la question entre start-up versus gros industriels. Pour moi, il y a le sujet là, il est sur si on parle d'industrie et de décarbonation, on peut pas faire l'impasse sur les gros. Et après, je dirais qu'il y a des acteurs il peut y avoir des développements technologiques, mais souvent qui peuvent être aussi rachetés après par d'autres industriels qui, je pense que typiquement, peut-être dans les approches, par exemple, sur des technologies catalytiques ou autres, où on peut avoir des entités un peu plus start-up qui s'y mettent, mais qui finalement après sont rattrapées. Donc je ne sais pas si la question se pose entre l'un contre l'autre, ou comment à un moment donné l'agilité de la start-up permet de faire sortir des technologies notamment, ou des démarches qui vont faire aussi accélérer. Je veux bien un deuxième avis. Alors effectivement, pour ce qui nous concerne, comme évoqué, effectivement, dans nos gros groupes, on a de l'activité de R&D. Moi personnellement, j'avais commencé par ça ma carrière. Bon, aujourd'hui, je suis du côté de l'opérationnel complètement, mais l'interaction avec les startups, il se passe plutôt chez nous dans nos centres de R&D, où effectivement ce milieu-là est en contact avec des startups, et on travaille avec certaines d'entre elles sur des nouvelles
technologies de manufacturing additive avec je dirais des procédés innovants. Mais ce sont plutôt de futures pistes de diversification à venir que des choses qui ont un impact important sur les activités déjà existantes et qui sont le gros des revenus du groupe. Et je vais témoigner un petit peu dans le même sens. Pour tout ce qui est des développements métiers à proprement parler, ce qui pourrait ressembler un petit peu à un concept de start-up ou de produits nouveaux, c'est soit développé en interne, soit dans le cadre de partenariats avec des universités sur des sujets de thèse qui deviennent des sujets groupes. Ce qui reste vraiment, dans notre cas, des interactions avec les start-up, c'est plutôt tout ce qui concerne le digital et l'IA, où on n'a pas forcément la compétence en interne. Et là, on est content d'avoir des gens qui viennent nous dire, tiens, vous êtes industriel, vous connaissez votre métier, moi je sais ce que l'IA peut faire, comment est-ce qu'on trouve un truc entre les deux? Proposez-nous quelque chose. Oui, le premier exemple, c'est le recyclage des aimants à terre rare, où il y a effectivement une usine en cours de construction dans la banlieue de Grenoble qui va avoir une capacité de traitement de 50 tonnes qui pourrait monter à 500 tonnes. Le deuxième exemple, qui est lui un peu moins mature, où les investissements n'ont pas encore été faits, c'est la production de laitier à partir de déchets dangereux, vitrifiés de manière qui est supposée être économique. Je veux bien réagir un peu par rapport à ça. En fait, pour moi, quand on regarde les startups en tant qu'investisseurs et se poser la question, est-ce que ça va permettre de décarboner, je ne sais pas, l'industrie de la construction, il faut avant tout regarder les volumes en jeu. Donc, moi, j'ai aussi des exemples en tête de startups positionnées sur la valorisation des coquilles d'œufs ou des coquillages, voilà, en alternative à la construction. Il y a des limites, en fait, en termes de volume accessible et valorisable. Donc, le marché adressable est de fait bien moindre que le marché de la construction. Et il y a aussi une limite dans les usages. En fait, ça rejoint un petit peu la question des alternatives au ciment à l'avenir. On aimerait également se passer de ciment. Mais en fait, les infrastructures comme les ponts ou même les piliers d'éoliennes, voilà, qui sont nécessaires à la transition énergétique par ailleurs, ont besoin de matériaux de construction avec un certain nombre de caractéristiques de structure, dans lequel cas les alternatives ne sont pas forcément pertinentes. Donc moi, je trouve que la question des volumes, tant en termes de disponibilité de sourcing, mais aussi en termes de volume d'applications dans lesquelles on va pouvoir les utiliser, est aussi importante pour, du point de vue d'un investisseur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question du public? Personne? Ah, Alex, je te passe le micro. Bonsoir, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Donc, moi, je m'appelle Alexandre, j'ai été diplômé en septembre. Et j'avais une petite question qui est on a parlé transition écologique, donc presque comme si c'était un îlot parmi tous les défis auxquels sont soumis l'industrie. Donc, par exemple, l'industrie européenne, je crois qu'on découvre en ce moment qu'il faut se réarmer. Il y a d'autres défis comme il y a le mot de souveraineté qui est revenu plusieurs fois et qui est assez important. Il y a des défis sociaux aussi, même si c'est moins vrai en France. Il suffit d'aller chercher en Europe, ça allait déjà un peu plus, et en dehors, ça allait encore plus. Et en fait, la pluralité de ces défis fait qu'on utilise parfois la difficulté à les concilier pour saper la transition écologique. Par exemple, moi j'ai entendu une intervention du PDG de Stellantis qui disait qu'en gros, les voitures électriques c'était super, mais qu'en termes de souveraineté, ça posait un problème et que c'était un super cadeau qu'on faisait à la Chine. Donc qu'en fait, ce qu'on allait faire, c'est plutôt construire des mini-voitures. Et qu'en plus c'était super parce que en fait c'était des mini voitures thermiques et que c'était super parce qu'en plus c'était de la sobriété. Donc comment on fait face à des discours qui utilisent le fait que la transition écologique est un enjeu parmi d'autres et qu'il est parfois difficile à concilier avec d'autres enjeux qui apparaissent pas comme moins prioritaires en soi. C'est quoi la réponse que vous pouvez apporter aujourd'hui ou que vous pouvez mettre en pratique dans vos cas spécifiques?
C'est une question très large, mais je pense que, en fait, il y a tout un tas de contraintes qui font qu'on ne peut pas ignorer la décarbonation. Bien qu'effectivement on se dise, bah, si on décarbone en Europe et pas ailleurs, on fera un ciment plus cher. Mais en même temps, si on ne le fait pas, ça va nous coûter 185 € de plus par tonne. Si le ciment vient moins cher d'Algérie, il faut que le MACF soit en place. Donc, je pense que la machine est en route. On va trouver tout un tas d'arguments pour ne pas le faire. Je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur le fait comment est-ce qu'on fait pour que ça marche et pour que ça reste la priorité, malgré les enjeux parallèles. Je me rends compte que je réponds un petit peu à côté de la question. Oui. Mais... se projeter dans les 10 ans à venir et disait oui, nous, franchement, on va faire des vidéos. Je ne sais pas s'il est soumis au MACF de la même manière que l'industrie, en l'occurrence. A priori, non. Voilà. Je pense que les mécanismes de protection dont on bénéficiera en tant que cimentier ne sont pas les mêmes que ceux qui ne protègent pas, en l'occurrence, l'automobile. Mais le MACF est déjà en place en théorie. Moi, j'attends encore de le voir en pratique. On est encore, si je ne m'abuse, dans une période d'essai jusqu'à fin 2025. Et j'attends de voir, pour avoir travaillé dans d'autres pays, comment est-ce qu'on verra des déclarations tangibles, fiables, contrôlées de manière autonome, qui permettront de faire vraiment payer le vrai poids CO2 de ces produits importés. J'y crois beaucoup. C'est indispensable pour la survie de l'industrie cimentière en France. Pas vraiment une réponse, mais peut-être quelques remarques. Déjà, c'est bien de se dire que Stellantis va arrêter de faire des SUV. Il progresse. Je veux dire, faut quand même reconnaître que de dire qu'on va faire des petites voitures, c'est pas non plus le discours dominant. Donc ça, il faut apprécier la démarche. Là où je mettrais, enfin, vous avez cité d'autres injonctions que la transition écologique, l'armement. Je pense qu'il y en a, et vous avez parlé du social. Je pense que la transition écologique ne se fera que si c'est une transition juste. Donc je pense qu'on ne peut pas dissocier le côté social du côté écologique. Enfin, ça me semblerait une grave erreur. Et d'ailleurs, on voit bien la problématique d'acceptabilité et de partage de l'effort qui est quand même très prédominante. Donc, oui, il y a des stop and go. Il y a, après, on peut voir quand il y a eu la guerre en Ukraine, tu as fait un gros appel d'air sur non, mais il faut arrêter d'avoir du gaz. Et on a fait, nous, un appel à projet en catastrophe qui s'appelait Industrie zéro fossile. Voilà, il fallait. Et on a eu pas mal de projets. Donc il y a eu un côté finalement sur quelque chose qui est vraiment pas un cadeau. Finalement, un sursaut, se dire maintenant c'est bon, le gaz, on commence vraiment à arrêter plus. Donc voilà, il y a des effets comme ça qui sont particulièrement malheureux pour les personnes qui sont dans la tourmente. Et puis, je trouve là, ça fait un truc qui fait avancer à un moment donné. Vous demandez comment aller plus vite pour faire sortir des installations qui consommaient moins de gaz. Voilà, donc, voilà, moi, je ferais juste cette remarque. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie de se dire que les problématiques sociales est orthogonale. Enfin, il faut embarquer. Là, on n'a pas le choix. Le problème, c'est la transition juste. Sinon, ça ne passera pas, quoi. Ce qu'on peut quand même, par contre, évoquer, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de transition écologique. Tout le monde, malheureusement, ne poursuit pas les mêmes objectifs et au niveau géopolitique, effectivement, on se heurte à des logiques contraires et que tous les mécanismes dont on a discuté avant ne seront efficaces à l'échelle de la planète que si c'est un mouvement, non pas que de quelques-uns, mais un mouvement de fond. Et aujourd'hui, on ne peut quand même pas dire qu'on ait réussi à aligner tout le monde autour de la nécessité de cette transition. Et certaines initiatives sont effectivement battues en brèche par le contexte qui fait que ça marche plus et on s'est engagé dans une impasse.
Et pour compléter, pour la notion des taxes, alors certes, c'est pas une histoire de taxe carbone, mais sur les imports de véhicules, il y a quand même des notions de taxes tout court. Donc, enfin, c'est à la mode, mais avant que ce soit à la mode, c'était déjà le cas. Donc, des taxes douanières, hein, tout simplement sur les produits importés ou notamment sur l'importation des produits chinois. On parle en fait parfois d'ordre de grandeur de plus de 20%. Donc, en fait, il y a quand même des mécanismes protecteurs d'une certaine manière. Et l'autre chose que je voulais partager, c'est que moi, je partage vos inquiétudes. En fait, j'ai aussi l'impression que on dépriorise vite la décarbonation ou la transition écologique de manière générale et la transition juste de manière encore plus générale, parce que en fait, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer sur les sujets de diversité, par exemple, où en fait, c'était il y a 5 ans encore un grand sujet d'actualité, les entreprises s'engageaient, etc. En fait, là, vous voyez que au sein des entreprises, les directions en charge de la décarbonation et les directions plus générales sur la responsabilité sociale des entreprises sont dépriorisées au profit des autres directions. Donc, pour moi, c'est vraiment un fait d'actualité que malheureusement, et je trouve que c'est dû enfin, mon avis personnel, c'est que c'est quand même dû au contexte politique, sont dépriorisés actuellement. Donc, c'est une inquiétude que je partage complètement. Oui, bonjour, Alain Guy, donc je suis aussi un ancien élève de cette école. Merci d'abord aux intervenants pour cette table ronde passionnante et bravo à Mine Industrie que je découvre. Donc je suis aussi un ancien de FIV qui est un fournisseur à la fois du ciment et de l'aluminium. En fait, j'ai une question concernant l'hydrogène qui n'a pas du tout été abordée ou à peine concernant le DRI. Mais en fait, si on avait fait cette table ronde il y a 6-7 ans, on aurait parlé de l'hydrogène pratiquement sur tous les sujets, que ce soit sur l'automobile ou l'ammonitrate ou autre. Le fait qu'on n'en ait pas parlé et que probablement ça fait partie des sujets qui ont été dépriorisés, justement, pour reprendre votre expression, puisque la filière hydrogène se plaint énormément d'avoir perdu à peu près tout le plan qui était prévu. Je voudrais savoir ce qu'il en est de l'hydrogène pour l'industrie en particulier, et est-ce que les projets de DRI dans l'acier ou d'ammonitrate à partir d'hydrogène sont toujours d'actualité? Alors, sur la partie hydrogène, je dirais qu'il y a eu, il y a eu 2 stratégies nationales hydrogène, la première et la deuxième. La première était quand même très orientée. Alors, c'était finalement un démarrage. Hein. C'était vraiment comment l'État dit voilà, il y a un sujet, il y a un enjeu autour de l'hydrogène et il faut qu'on y aille. Et elle a été quand même très centrée autour de démarrer les premiers électrolyseurs dans des écosystèmes et très liés à la mobilité. Le gros changement qu'il y a avec la dernière stratégie nationale qui est sortie, qui a mis beaucoup de temps à ressortir, mais c'est vraiment le sujet de l'industrie, qui n'y était pas avant. Et au sens, l'industrie, ce qu'on avait avant dans l'industrie, c'était en gros, il y a de l'hydrogène qui est utilisé en industrie, il est fait à partir de gaz naturel, autant le faire à partir électrolytique. C'était juste un changement de mix énergétique de la production d'hydrogène pour l'industrie, en gros, qui était le sujet industrie de la première stratégie. Là, on est passé à un autre accès qui était de dire l'hydrogène pour décarboner l'industrie, comme pas simplement décarboner l'usage de l'hydrogène dans l'industrie. Donc, ça veut dire que derrière, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs de la filière, parce que finalement, on se retrouve à avoir moins besoin de petits électrolyseurs, mais de gros électrolyseurs. Et vous avez actuellement une procédure qui est un appel d'offres hydrogène pour des gros électrolyseurs. Donc, voilà, je dirais qu'il y a un sujet on retombe un peu quand même dans ce qu'on dit un peu de stop and go et de pas forcément, ça tient pas jusqu'au bout. Mais il y a aussi eu une évolution dans aussi la prise en compte des enjeux et notamment une prise en compte plus forte de l'enjeu hydrogène, enfin de l'enjeu de l'industrie dans la filière hydrogène. Il y a aussi toutes les problématiques d'infrastructures qui se rajoutent. Vous avez les projets de Barmar, qui serait un tuyau de Barcelone à Marseille pour remonter vers l'Allemagne. Donc, en fait, on a eu, je ne sais pas comment dire, il y a un côté un peu... nous, on a accompagné à l'agence depuis... on a sorti une évaluation sur l'accompagnement des politiques hydrogènes depuis... ça va faire
15-20 ans, où on a vraiment été à l'origine en tant qu'acteur public en soutenant sur de l'innovation, et puis petit à petit on est parti vers du déploiement. Il y a eu quand même une inflation, il y a quand même un peu une bulle à un moment donné sur l'hydrogène va un peu tout faire, notamment sur la mobilité. On voit que sur la mobilité, c'est pas si évident que ça. On est quand même sur plutôt des approches captives. On va pas faire on peut pas traiter la mobilité particulière à hydrogène comme on le fait sur l'électrique. Donc je pense qu'on est à une phase où on se retrouve finalement à une certaine réalité des infrastructures associées et pas simplement la brique techno pour le véhicule, l'électrolyseur. Donc voilà, on a ce changement d'échelle qui fait que c'était parti très très vite et puis ça a refait un truc. Bon, alors rationalisons. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour les entreprises qui se sont investies. Et puis si vous couplez ça avec aussi des difficultés de stop and go un peu dans les signaux qu'on peut envoyer. Voilà. Moi, je dirais que ça reste quand même le fait de mettre l'hydrogène dans la partie industrie, ça reste quand même la nouveauté de la dernière stratégie et c'est quand même assez révélateur. Alors après, voilà, est-ce que les industriels y vont ou pas? Il y a des articles sur le sujet, notamment sur la partie les financements sur la sidérurgie. Enfin voilà, on a quand même des beaux projets, des belles initiatives. Après, ça reste aussi, ça fait partie des enjeux de décarbonation qui sont très liés à l'approvisionnement en hydrogène. Donc là, on retombe un peu comme sur le CCS. Il faut qu'à côté, il y ait quand même l'acteur qui va amener l'hydrogène. Il faut que lui soit lui-même raccordé à une ligne électrique significative. Voilà, donc c'est tout ce sujet c'est vraiment l'exemple type de alignement des planètes entre des infrastructures énergétiques versus l'industriel qui lui veut se décarboner. Sur l'hydrogène, effectivement, chez Constellium, on est prêt. On a, nous, vérifié de notre côté qu'on savait substituer les fours à gaz naturel et les faire fonctionner avec de l'hydrogène. Ça a été vérifié. On a fait nos premières fusions. On est près d'une future desserte en hydrogène. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à aligner pour que tout ça se réalise. Et dans nos trajectoires de décarbonation, effectivement, le scénario hydrogène en est un. Le plus crédible ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que nous n'investirons pas dans des unités de production d'hydrogène. Ce n'est pas notre modèle et ce n'est pas notre métier. Mais on a déjà, nous, vérifié que c'est faisable et qu'on saura, nous, utiliser de l'hydrogène à la place du gaz naturel. Dès lors qu'on en aura au pas de la porte. Et à un prix qui soit économiquement viable, qui est encore potentiellement la seconde question. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer les échanges autour du cocktail au carreau. Donc s'il y a des élèves qui sont disponibles pour montrer le chemin, ce serait pas mal. Merci beaucoup.